Dans les départements où le couvre-feu a été avancé à 18h au tout début du mois de janvier, la circulation du virus est moins importante que dans d'autres départements français. Nous avons aujourd'hui les taux d'incidence parmi les plus bas d'Europe, les taux de positivité des tests qui est sans doute un indice meilleur parmi les moins élevés d'Europe. Bonsoir ou rebonsoir. Un couvre-feu à 18h pour l'ensemble du pays, pour tous les départements. Oui, c'est à ce stade l'hypothèse privilégiée avant les arbitrages de demain soir 18h qu'on suivra ici en direct. Il faut donc nous attendre, vous attendre à cela, des magasins qui ferment à 18h et même un peu avant, des soirées qui commencent beaucoup plus tôt, des activités supprimées, des rues qui se vident dès la fin de l'après-midi. Est-ce le bon dosage? On en parle avec ce soir autour de la table le professeur Gilbert Deray. Bonsoir Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière et vacciné. Absolument, depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Une légère douleur à l'épaule, mais vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose? Rien, pas de fièvre, pas de frisson. Vous rien. nous dites la vérité? Alors, oui, sauf si je tombe de ma chaise là dans la seconde, mais rien. J'aurai ma 2e dose dans 3 semaines. Et la fièvre, le mal de tête? Rien du tout. Rien. Frais comme un gardon. Exactement. Bon, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, parce que dans quelques temps, ce sera notre tour. On en parle avec Sophie Coignard. Bonsoir Sophie, éditorialiste au Point. La une du Point cette semaine, indigéniste, déboulonneur, gauche racialiste, écriture inclusive, les nouveaux fanatiques. Et puis votre édito, alors exceptionnellement, on ne va pas regarder votre édito d'aujourd'hui, mais votre édito d'hier, Sophie. Passeport vaccinal, pourquoi tant de haine? Et vous vous dites, eh bien, il serait peut-être temps d'y réfléchir sérieusement et d'en finir avec nos a priori. C'est la question, une des questions. Au moins d'en débattre, c'est ce qu'on va faire ce soir, tout à l'heure. Autour de la table également Gérard Miller. Bonsoir Gérard, psychanalyste et éditorialiste sur LCI. Et un maire, un élu local, Robert Ménard. Bonsoir Robert Ménard, maire de Béziers. Juste avant de parler de ce couvre-feu à 18h, pour tout le monde, que vaut le vaccin? Que vaut plus précisément la première dose du vaccin? Parce que la 2e dose, elle commence à peine à être utilisée en Israël. Jusque-là, on n'avait pour en juger que les études menées par les labos. Même si c'était sous le contrôle d'experts indépendants. Mais tout de même, désormais, on a un test grandeur nature. Israël, qui a vacciné 2 millions de personnes, champion du monde de la vaccination en pourcentage de la population. Israël communique ses premiers chiffres. Voici les indispensables avec Baptiste Lebrun. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, que nous disent-ils ces relevés en Israël? Alors d'abord un chiffre, ces données elles portent sur 400 000 personnes. Autrement dit, on parle d'un effectif 10 fois plus important, notamment que l'essai clinique de phase 3 de Pfizer et que tous les essais des labos sur ces vaccins. Le premier point, c'est l'efficacité du vaccin et vous le disiez, plus particulièrement l'efficacité de la première dose. Israël a commencé à injecter la 2e dose, mais le pays vient tout juste de commencer, c'était dimanche dernier. Pfizer annonçait, vous savez, une efficacité de 52,4%, 14 jours, 2 semaines donc après l'injection de la première dose. Et la campagne de vaccination israélienne, eh bien, elle confirme ce chiffre. Le chiffre est donc de 50%. Le taux d'efficacité est de 50%. Autrement dit, les risques d'infection sont réduits de 50% 2 semaines après la première injection. Autrement dit encore, avec seulement une dose du vaccin sur les 2, vous avez 2 fois moins de chances de contracter la maladie après un petit laps de temps. On va regarder les chiffres de plus près parce qu'ils mettent en évidence cette montée en puissance de l'immunité. Vous avez 4 484 personnes qui ont été testées positives alors qu'elles avaient reçu la première dose. Test positif dans la première semaine qui suit cette injection. 2e semaine, 3 186 personnes, on descend un peu. Et si vous regardez la 3e semaine, on a donc dépassé les fameux 14 jours. Et bien là, on tombe à 353 personnes seulement. L'explication, elle est assez simple. Les anticorps mettent un peu de temps à se développer. Écoutez le docteur Enrique Casalino. Ce n'est pas parce que vous commencez à faire aujourd'hui de la musculation que demain vous êtes musclé. Vous allez mettre des semaines d'entraînement avant d'être musclé. C'est exactement pareil pour un vaccin. Je vous vaccine aujourd'hui, vous n'aurez des anticorps capables de vous protéger qu'à partir de la 2e semaine. Et c'est bien ce que montre cette étude. Superman Casalino. Deuxième point, Baptiste, l'efficacité face aux formes graves de la maladie, qu'en est-il? Oui, là aussi, il y a des indications. En fait,
Les autorités israéliennes ont suivi 4500 personnes qui ont été testées positives alors qu'elles avaient été vaccinées, en tout cas que la première dose leur avait été administrée. Et bien sûr, ces 4500 personnes, 375 se sont retrouvés hospitalisés parce que leur état le nécessitait. Et rentrons à nouveau dans le détail parce que là aussi c'est intéressant. Sur ces 375 personnes hospitalisées, 244 l'ont été durant la première semaine qui a suivi l'injection de la première dose. Là encore, regardons la deuxième semaine, on tombe déjà à 124 personnes hospitalisées. Et vous regardez la troisième semaine, il n'y a plus que 7 personnes qui ont été testées positives, qui ont été hospitalisées alors qu'elles avaient reçu la première dose, mais c'est arrivé qu'à partir de la troisième semaine, après, à nouveau, les fameux 14 jours, autrement dit, la barrière immunitaire s'est mise en place, elle a pris un peu de temps, mais elle s'est mise en place. Mais vous nous dites, à l'examen de ces données, examen que vous avez mené attentivement, il y a tout de même un bémol. Oui, bémol quand même important. On apprend que sur les 1042 cas graves recensés en ce moment en Israël, 180 personnes sont des personnes qui ont reçu la première dose du vaccin. On parle donc de 17% des cas graves que connaît Israël en ce moment. Pour le professeur Bruno Megarban, ce 17%, ce chiffre-là, cette proportion, c'est peut-être le plus grand enseignement de ces données. Écoutez-le. La leçon que l'on peut tirer, évidemment, c'est que l'immunité qui est acquise après la première dose vaccinale n'empêche pas l'infection, mais ça, on le savait. Par contre, effectivement, sur ce petit échantillon, on voit qu'elle n'empêche pas de développer une forme grave. Baptiste, on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres infos. Je me tourne vers vous d'abord. Professeur Deray, est-ce que vous voyez dans cette étude le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Alors, je le vois 2 fois à moitié plein, qui va être complètement plein. Donc. Tant mieux. La première chose, c'est qu'on n'a pas évoqué, c'est la tolérance. On a maintenant un joli échantillon, elle est excellente. Et c'est pareil aux 4 coins du monde. On peut maintenant affirmer très clairement sur des millions de personnes que la tolérance du vaccin, hors de très très rares allergies, est très bonne. La deuxième chose, c'est quand on regarde les résultats en détail, y compris pour les hospitalisés, en fait, la majorité vont survenir dans la première semaine. Manifestement, ce sont des gens en fait, qui étaient infectés, et qui, en fait, ont reçu le vaccin alors qu'ils avaient le virus. Ah oui, c'est quand même une nuance très importante. Ah ben, elle est extrêmement importante. Moi, j'en ai déjà quelques-uns, des personnes qui, même le jour du vaccin, ont commencé à tousser, et ils avaient la Covid, en fait. Donc, ils avaient la Covid. Donc, en fait, ces personnes... Et dans ces cas-là, pour que ça soit clair, le vaccin n'est pas efficace. En fait, il n'a pas le temps d'agir. Ça n'a pas été testé pour ça, puisque par définition, on avait exclu tout patient, toute personne qui avait des signes de Covid. Donc, c'est un tout petit peu tôt, pour l'instant, pour juger. Je pense que c'est très encourageant, parce que quand on regarde qui a eu l'infection après la deuxième semaine et qui a été hospitalisé pour des formes graves après la deuxième semaine, c'est ridiculement petit et ce n'est pas 17%. Donc, j'attends la suite. C'est très intéressant, très encourageant. Donc le vaccin, il ne faut pas le juger sur les 15 premiers jours. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être efficace, même à partir de la première dose, après 2 semaines. C'est voilà, bien ça. C'est trop tôt. Attendons les prochains résultats qui vont nous annoncer ce qui se passe à 4, 5, 6, 7 semaines. Ça va être particulièrement intéressant. Ces premiers résultats nous confortent dans l'idée que c'est efficace et bien toléré. Ça veut dire que si je me fais vacciner aujourd'hui, il faut que je sois extrêmement prudent. Absolument. Il faut que je sois extrêmement prudent de toute façon encore, mais voilà, pendant les 15 premiers jours, il faut être extrêmement prudent, comme si on n'avait rien eu. Moi, je suis vacciné depuis 2 jours. Je considère n'avoir aucune immunité particulière. D'ailleurs, je garde le masque partout. Et avant, disons, 2 semaines, je considérais que je n'ai pas les anticorps qui me permettent de me protéger. Est-ce que vous garderez le masque encore après 2 semaines ? Alors, c'est une question que je me pose et qui va dépendre... Alors, je sais que moi, je ne risquerai plus rien. Et la question, c'est est-ce que vous risquerez quelque chose de moi ? Et on en arrive au fait de savoir si je vais pouvoir être contagieux. Ma conviction est que non. Et que non. On en parlera pour le passeport vaccinal. Je pense que je ne serai plus contagieux. Et donc, j'enlèverai le masque. Donc, dans 15 jours, on vous reçoit sans le masque ? Oui. Bah, on a hâte de retrouver votre doux visage. Vos questions, vos réflexions. Je reviendrai après vers vous. Effectivement, moi, quand j'ai vu cette étude, j'étais assez impatiente d'avoir des données aussi sur la grande question, qui est la question de la transmission. Autrement dit, aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est aussi une question pour le professeur Deray, j'ai l'impression qu'il est encore trop tôt, malgré la masse de vaccinés en Israël, pour avoir des données sur la transmission. Donc ma question, elle est toute simple. Quand est-ce qu'on en aura ? Parce qu'à partir de là, je pense qu'on peut redéfinir la stratégie. Quand j'entends la présidente de la Haute Autorité de Santé plaider sa cause, en gros, elle dit que le public des EHPAD a été choisi parce que le vaccin
je la trouve un peu péremptoire, ne protège pas de la transmission. Et donc, la priorité, c'est de sauver des C'est vies. juste qu'on n'en sait rien encore. Mais j'ai l'impression que tous les sachants sont plutôt optimistes aussi sur la transmission. Il y a plusieurs choses. En fait, il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que c'est-on de la transmission. On est très optimiste. Légitimement, avec les anticorps qu'on va former, on devrait bloquer ça. Deuxièmement, on va donner des faits. C'est plus intéressant. Quand vous rendez, et ça c'est la pire des situations, quand vous rendez les personnes asymptomatiques, autrement dit avec le vaccin, vous n'avez plus de symptômes. Je sais déjà que vous serez au pire moins contagieux. On le sait ça. On le sait puisque les patients qui ont une Covid non symptomatique sont moins contagieux. Donc ça c'est la pire de la situation. La deuxième chose, c'est que chez les patients qui ont reçu la Covid, qui ont reçu le vaccin, il n'a jamais été observé de contagiosité de cette population. Or, on est à 16 millions de personnes pour l'instant. Donc je suis tout à fait optimiste. Il n'a jamais été observé de contagiosité de la population qui a reçu le vaccin. Exactement, on ne peut pas dire. Est-ce qu'on a des moyens de la mesurer? Le monde entier les regarde à la loupe. À la loupe. Et ça fait quand même maintenant quelques mois, entre les 70 000 des études qui datent quand même de juin dernier et les millions qu'on vaccine en ce moment, je peux vous dire qu'ils sont sous le radar. Donc moi, je suis tout à fait optimiste. Et je voudrais dire que pour ce qui est de la stratégie, et il faut qu'on élargisse un peu le champ de la stratégie. Alors d'abord, il ne faut pas dire que les vaccins n'empêchent pas la contagion. Ça, c'est pas bien, parce qu'au pire, on ne le sait pas. C'est plutôt vers du positif. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des situations où il faut qu'on utilise non seulement le vaccin, mais d'autres éléments pour débloquer le pays. Et dire « Oh non, votre passeport vaccinal, j'en veux pas parce que je ne sais pas », ça n'est plus acceptable pour moi, ça. Vous anticipez. J'anticipe. Robert. Mais après cet éloge du vaccin, et vous êtes convaincant et tout, raison de plus d'aller vite. Enfin, c'est quand même ça, parce que quand même, on nous a expliqué, pardon d'être un peu polémique, j'ai encore en mémoire un certain nombre de responsables politiques, il fallait être prudent, bon père de famille, ne pas se presser, se donner le temps et tout. Là, on n'a aucun argument de ce type-là. Alors, moi, je suis le maire d'une ville où, honnêtement, les vaccins, tu as intérêt à te battre. Samedi, pour l'ouverture du premier centre à Béziers de vaccination. Alors, c'était pour le personnel médical. Vous saviez combien on avait de vaccins ? 20. 20 vaccins 20 vaccins. Pas 23, 20. Mais Robert, et dans les EHPAD de votre commune, est-ce que le vaccin est arrivé ? Mais bien sûr qu'il est arrivé. Attendez, alors pour être précis, mais vous savez, ont été vaccinés les résidents de l'EHPAD qui dépendent de l'hôpital. Mais sauf que c'est un EHPAD plus l'unité de soins de longue durée. 2. Mais attendez, il y a des EHPAD privés, il y a 2 EHPAD de la ville. Nous aurons les vaccins, on nous les a promis, attendez, j'espère, le 20 janvier. Le 20 janvier. Alors, vous avez compris, je ne comprends pas qu'on nous dise à la fois, on est convaincu avec ce que vous dites, et puis maintenant, les chiffres que vous donnez là, c'est que, je veux dire, il n'y a pas de risque, c'est important, vite qu'on se fasse vacciner. Attendez, on en est là. Alors, c'est vrai que ça augmente, mais enfin, c'est dans des proportions qui ne sont pas sérieuses. On est en train de passer à 50 000 par jour. Mais enfin, on en a beaucoup parlé ici, c'est vrai que ça a été ce début de campagne. Pardon, mais M. Véran, il nous aura quand même pris pour des imbéciles depuis qu'il est ministre. Il nous l'a fait avec les masques, vous le portez encore. Il nous a fait avec les tests en disant il ne faudrait quand même pas tester tout le monde, ça ne sert à rien. Et maintenant, on nous explique que l'incapacité, moi je vous donne les chiffres chez moi, je suppose qu'il y a plein de... Non, mais sur les EHPAD, c'est très intéressant parce que ça a été affiché comme la priorité absolue pour la vaccination. Les EHPAD, et on doit avoir une demi-douzaine dans ma ville, un peu plus même entre les privés et les municipaux, le 20 janvier. Bon, le 20 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain. Mais, enfin, attendez, dans une semaine. Dans une semaine. Que j'ai des maires prouve que vous êtes presque privilégiés, mais il y a des communes où les doses, effectivement, arriveront plutôt début février. Oui. Bon, en tout cas, pas de raison, Gilbert, vous êtes d'accord, pour ne pas mettre un gros coup de booster à cette campagne. Ah, c'est très clair, c'est une erreur qui a été commise sur le fond et le fond. Sur la forme, nous disposons d'un outil extraordinaire, j'ai déjà dit, je vais le redire, dans un moment historique. C'est un moment historique, la Covid. Donc on se bat dans un moment historique pour casser cet élément historique. Donc sur la forme, c'est une percée scientifique exceptionnelle qui va nous éviter le chaos. Le chaos, en 2021-2022, on allait à ça. Et sur le fond, comme on a trop voulu penser à ceux qui ne voulaient pas être vaccinés,
on a fait tranquille pour ces personnes. C'est une grave erreur. Nous devrions idéalement vacciner 30 à 40 millions de Français d'ici fin juin. Je vous laisse imaginer. Moi, c'est ce que je souhaite. Le changement de dimension qu'il faut. Pardon, Non, mais on en a beaucoup parlé de cette affaire sur la de méthode, rater. Non, mais sur la méthode, moi je le vois tous les jours. Les hésitations, les freins, les difficultés. Elles entretiennent la défiance. Mais attendez, vous ne pouvez pas savoir. Y compris, pardon, professeur, dans le corps médical. Oui. Y compris dans le corps médical. Parce que le corps médical, il est loin de donner l'exemple dans ce domaine-là. Hein. Gérard, sur cette étude israélienne. Écoutez, voilà, je ne voudrais pas atténuer les critiques justifiées qui viennent d'être rappelées et faites, mais je voudrais quand même qu'on prenne le temps de savourer, c'est tellement rare, de savourer l'optimisme du professeur et l'optimisme qui est actuellement quand même de bonne aloi. C'est quand même la première fois, aujourd'hui quasiment, la première fois que nous pouvons dire qu'il y a une lueur au bout du tunnel. Donc, et qu'elle se confirme grandeur nature. Grandeur nature. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Vous avez un peu précisé des points qui étaient nécessaires, mais enfin, il y a une lueur au bout du tunnel. C'est-à-dire que on ne l'a pas vu quand on a parlé du confinement, on ne l'a pas vu avec les masques, on ne l'a pas vu avec les tests. Donc voilà, savourons juste ce moment-là. Ça ne convaincra peut-être pas tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Enfin, moi, j'étais convaincu qu'à partir du moment où le vaccin va prendre sa place, de moins en moins de gens seront réticents. Donc, ce n'est pas la peine de faire un débat trop long là-dessus, tout en respectant ceux qui ont des préventions sur la question du vaccin. C'est très important de ne pas les présenter comme des sauvages, des abrutis, des incompétents et des Trumpistes en puissance. Mais là, je dois dire que je ne regrette pas, ça n'est pas souvent le cas, mais je ne regrette pas d'être venu et je suis pour qu'on puisse marquer d'une pierre blanche ce qui vient d'être dit. Une question, Gilbert, et puis on passe à un chiffre qui va nous rendre un peu moins optimistes. Faut-il se faire vacciner quand on a été malade ? Alors, la réponse est oui. Oui, on se fera vacciner. Pourquoi ? Parce que la réponse immunitaire vaccinale... Pardon, je vous pose la question parce qu'on estime qu'il y a 11% de la population qui a été infectée. Donc, c'est 7 millions de personnes qui ont déjà été infectées par le Covid. On va en tenir compte. C'est-à-dire, globalement, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que la réponse vaccinale n'est pas la même que la réponse à la maladie. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle est meilleure. Et elle est différente. Elle est plus pérenne dans le temps. Par contre, la recommandation... C'est-à-dire que les anticorps que je développe quand j'ai été malade ne sont pas de même nature que les anticorps que me donne le vaccin. Ce qui surtout ne va pas être de même nature, c'est cette mémoire qu'on ne voit pas dans les anticorps, cette mémoire cellulaire qui fait que vous réagissez et que vous n'osez pas. Par contre, pour l'instant, la recommandation, c'est évidemment pas quand vous avez des signes, et on attend 3 mois. Et ça ne me choquerait pas, puisqu'on sait maintenant que les anticorps persistent au moins 8 mois, que justement, comme on a besoin de vaccins, de dire, écoutez, ceux qu'on fait la Covid documentée, parce qu'il y a beaucoup de Covid qui ne sont pas des vrais Covid, ceux qu'on fait la Covid documentée, on n'est pas pressé. Et ça ne me choquerait pas que quelqu'un qui a fait la Covid en novembre, on lui dise, écoutez, on n'a pas assez de vaccins, vous serez vacciné en juin ou en juillet, ça va, c'est parfait, ou même en septembre. Donc oui, on a du temps, et tenant compte de cette donnée pour l'ordre des vaccinations. Alors, est-ce que je peux justement vous demander une précision là-dessus ? C'est que moi qui suis pour me faire vacciner lorsque mon moment sera venu, mon âge, ma profession, etc., je me demande, est-ce que je dois me faire tester avant ? C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, va te faire tester, si jamais tu as eu le Covid, c'est pas la peine que tu prennes la place de quelqu'un. Est-ce que je dois me faire tester avant ? Non, c'est pas la peine. On ne va pas aller faire les anticorps à tout le monde, parce que c'est ça en fait qu'on devrait faire. On va ni aller faire des PCR à tout le monde, ça va être une usine à gaz, ni les anticorps à tout le monde. Alors, on a déjà beaucoup d'usines à gaz. Allons-y. Je ne voulais pas prendre la place de quelqu'un. Non, vous le faites. Non, vous le faites. Alors, le chiffre qui nous a fait ouvrir de grands yeux tout à l'heure, on l'a appris il y a 1 heure, le voici. 1564 morts ces dernières 24 heures en Grande-Bretagne, où l'on crève donc tous les plafonds. Et je rappelle souvent qu'au plus fort de la première vague, il y avait 800 morts en Grande-Bretagne, 900 morts peut-être, 1564 morts ces dernières 24 heures. Donc la Grande-Bretagne, capitale de ce qu'on appelle, et pour cause, le variant anglais. Hier, on a montré avec cette projection mathématique toute simple qu'effectivement, à l'échelle d'1 mois, ce variant beaucoup plus contagieux multipliait le nombre de victimes par 7 ou 8. Et on en a peut-être encore la démonstration ce soir en Grande-Bretagne. Est-ce que ce chiffre-là, il vous rend inquiet, Gilbert ? Ah oui, très. Vous vous souvenez, quand on disait qu'il pouvait y avoir 500 000 morts dans l'année, on disait, mais non, c'est pas possible. Nous y sommes. Ça, c'est 500 000 morts dans l'année. Et encore, avec des mesures. Imaginez s'il n'y avait pas de mesures. Ce n'est pas 500 000. C'est beaucoup plus que ça. Évidemment, c'est lié aux variants, comme vous l'avez expliqué, qui multiplient le nombre de cas. Donc, je suis très inquiet.
parce que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et la remarque que ça m'inspire, c'est que nous devons nous dépêcher, ici en France et partout dans le monde. Nous devons nous dépêcher, parce que plus l'épidémie progresse, plus les variants se font, plus les variants se multiplient, et le variant anglais en France va prendre le dessus, obligatoirement. C'est par Obligatoirement. nature, obligatoirement. À partir du moment où il a ces propriétés-là, il va tous les faire disparaître. Donc il faut qu'on se dépêche de deux façons. La première, en contenant l'épidémie le plus possible. On est à 20 000, c'est très moyen. Et la deuxième, alors évidemment, ça va être le même leitmotiv tout le temps, en vaccinant. En vaccinant le plus vite possible. Oui, c'est historique. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est le bout du tunnel, mais on n'a pas de temps. Écoutez, Jean-François Delfrécy, c'est devenu, on a le sentiment, le sujet numéro 1 pour le Conseil scientifique. Ce variant anglais, c'était hier soir sur nos antennes. Moi, je suis très préoccupé. Vous en avez assez de passer pour le père Fouettard. Non, oui, non voilà. Oui, je suis très préoccupé par ce variant anglais. Deuxièmement, plus vite on prend des décisions, plus elles vont être, je dirais, efficaces et éviteront de prendre des décisions plus tardivement qui seront encore plus difficiles. Voilà, c'était sur France Info ce matin. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ce variant anglais, nous sommes dans la même situation que la Grande-Bretagne au mois de septembre, où il commençait tout juste à se manifester? On pensait à l'époque que c'était 1% des cas positifs décelés. Et puis, tout d'un coup, c'est monté en flèche, comme ça l'a fait en Irlande ces dernières semaines. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? On va dire très probablement. Et le 1%, et c'est pas 1%. On a déjà des foyers épidémiques où c'est 10%. Et comme de toute façon, on ne séquence pas beaucoup en France, on ne sait pas où on est. Donc, inexorablement, nous irons vers le même schéma. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures. Et je vais rejoindre quelque chose qui vient d'être dit. Attention, à chaque fois, si on a un train de retard, c'est beaucoup plus grave. Il faut anticiper, il faut savoir être plus dur pour avoir moins de morts et en même temps une épidémie qui ne galope pas. Il ne faut surtout pas attendre 40 000, 50 000. La Grande-Bretagne qui annonce qu'elle va vacciner 24 heures sur 24. Elle va vacciner le dimanche, elle va vacciner la nuit. Vaccination tous azimuts. Pourquoi est-ce que les en Anglais Grande-Bretagne font, on ne peut pas le faire, nous? Je ne sais pas. Je pense que si on le pouvait, on devrait vacciner. Mais on ne peut pas. Je ne suis pas... Je ne sais pas, moi je ne suis pas et moi non plus, je ne suis que médecin vous êtes à l'hôpital. Donc je n'ai aucun élément logistique. Et oui, moi je suis pour vacciner 24-24 le plus vite possible. Oui, Sophie. Oui, moi j'ai une question pour le professeur Deray concernant justement ces vaccins ARN. C'est-à-dire que ces vaccins ARN, on croit comprendre qu'ils sont un peu magiques. C'est-à-dire que s'il y a un variant, ils peuvent s'adapter au variant pour vacciner aussi contre le variant. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre tout à fait, c'est pourquoi Enfin, je veux dire, la situation britannique est dramatique, mais pourquoi dans les modèles, on est si inquiet, puisque quand on aura les vaccins ARN, quels que soient les variants, visiblement, on peut adapter le vaccin assez rapidement. Alors, on a effectivement une capacité... tous les vaccins peuvent être adaptés, pas que les ARN. Même les vaccins classiques. Tous. D'ailleurs, la grippe, tous les ans, on s'adapte. La grande différence, c'est qu'on va plus vite avec les vaccins ARN pour trouver le bon vaccin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'épidémie à coronavirus, ce n'est pas la grippe. Et que si vous avez besoin de vous réadapter et que ça prenne quelques semaines à quelques mois, ce sont de nouveau des dizaines de milliers de morts, ce sont de nouveau une disruption de la société et de l'économie, et on veut l'éviter. Et c'est là où on doit anticiper. C'est là où on devrait être en situation, de contrôler l'épidémie actuelle. On rappellera que le variant anglais, très probablement, est contrôlé par ce vaccin-là. Pas la même chose pour le variant sud-africain, qui probablement va être résistant, c'est ce que dit une étude expérimentale. Alors là, voilà. Donc, pendant la publicité, on discutait et vous nous avez dit le variant sud-africain, c'est ça qui me préoccupe vraiment. Ah oui, parce que le variant sud-africain, qui est donc encore différent, il y a des variants, il y en a plein, des dizaines de milliers. Et en fait, probablement qu'on ne les a pas tous identifiés et que c'est parce qu'on se penche sur le sujet qu'on les identifie. Le variant sud-africain, il a tellement de mutations et surtout, il a des mutations dans une zone cruciale pour l'attachement du vaccin sur le virus. Voilà. Et si ça se modifie, mon vaccin, il ne va plus aller tuer mon virus. Donc celui-là, il m'inquiète beaucoup. Et si jamais celui-là, il se répand, on risque alors d'être face à une demande de nouvelle vaccination. Donc semaine perdue pour faire un vaccin et de nouvelle vaccination. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'épidémie se répandre. Parce que comment on fait des variants? On fait des variants parce qu'un virus, quand il se multiplie, il mute. Plus il se multiplie, plus il mute. Plus il mute, plus il fait de variants. Donc il faut tuer cette épidémie et on n'aura plus les variants. En gros, tous les retards, c'est criminel. Oui.
Et rien ne les justifie. Alors, à d'autres d'expliquer pourquoi on peut être en retard et qu'est-ce qu'un retard. Non, mais l'idée que tous les retards sont un problème. Prudent et stupide. Oui. Mais ça, je pense que cette idée-là, elle est derrière nous. Mais on a mis du temps. On a mis du temps. On a mis une bonne semaine. Voyez, en octobre-novembre. Sauf que quand j'entends le professeur, il dit que la semaine, il ne faut peut-être pas plaisanter. Une semaine compte. Et là, ça fait 2 semaines et demie maintenant que ça a commencé. Et dernier point. Et la société. Donc, un virus variant chaque jour nouveau. Le virus brésilien qui est arrivé au Japon. Alors pourquoi virus brésilien ? Parce qu'il a été détecté à Tokyo sur 4 voyageurs en provenance précisément de Manaus. Manaus, c'est la grande ville brésilienne de l'Amazonie. 4 personnes, un couple et ses 2 enfants. L'homme d'une 40aine d'années hospitalisé. Il peine à respirer. La femme, une 30aine d'années. On parle de gens très jeunes. Elle souffre de maux de tête, la gorge sèche. Le garçon, encore plus jeune, il a de la fièvre. La fille n'a aucun symptôme. Ils viennent tous donc de Manaus. Et dans la foulée, Tokyo a déclaré l'état d'urgence, parce que ça, ils sont arrivés le 2 janvier. Il a fallu du temps pour séquencer ce virus quand ils ont été décelés positifs. Et puis dans 3 départements voisins aussi, l'état d'urgence. À chaque jour, son nouveau variant, c'est ce que vous disiez. Celui-là, il faudra attendre de le connaître plus en détail pour se faire une idée. Alors on saura très très vite, parce que vous avez des batteries d'endroits où on teste ces virus sur les anticorps. On le saura très très vite, ce qu'ils représentent. Moi, ce que je crois important, c'est la chose suivante. Manaus a été une ville balayée par la première épidémie. On parle de 70% de la population qui a été infectée par le virus. Et elle est de nouveau balayée. Et une bonne fois pour toutes, et ça c'est important, l'immunité collective que l'on a prônée en laissant le virus circuler, c'est criminel. C'est ça que ça montre. Ça marche pas. Non seulement ça marche pas, ça marche pas, mais vous faites des mutants plus dangereux. Et donc, une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas terminé. Attendez, c'est passionnant. Vous nous dites 70% de la population de cette ville de Manaus, c'est quoi, 1,5 million d'habitants, je crois, Manaus, à peu près, a été infecté. Oui, il y a eu une étude où ils ont utilisé. Et 60-70, ça y est, on en finissait avec le. Eh bien, justement, c'est ce que. Là, je ne parle pas que des politiques. Il y a des profs, des gens comme vous, qui sont venus expliquer, vous rappelez, qui disaient il y a un taux d'immunité quasi automatique, au fond, si on attend que beaucoup de gens. Et le virus, on va s'en sortir, c'est pas vrai. On n'a jamais eu dans l'histoire d'immunité collective liée à un virus. Jamais. C'est toujours lié à un vaccin. Mais pourquoi ils ont Vous leur dit ça ? demanderez, je ne sais pas. Évidemment, le modèle suédois, qui est un échec évident, c'est pas bon du tout pour la multiplication. Manaus, c'est malheureusement un exemple dramatique, parce que les pauvres, ils ont fait des fausses communes à Manaus, liées à une politique que vous connaissez au Brésil. Eh bien, ils vont refaire des fausses communes, si on ne les vaccine pas extrêmement rapidement. Et le virus muté, évidemment, s'exporte. Donc, une bonne fois pour toutes, l'immunité collective par la multiplication du virus, c'est dramatique. Attendez, que je comprenne. Dans le passé, quand il n'y avait pas de vaccin, il y a X dizaines d'années, voire siècles, il y a eu quand même des virus. Comment est-ce que les épidémies de l'époque se sont arrêtées s'il n'y avait pas de vaccin ? En tuant la moitié de la population ? Non, mais la grippe, pardonnez-moi, mais oui, pour rebondir sur ce que dit Gérard Miller, la grippe espagnole, on nous explique l'histoire de la médecine et des virus et des épidémies, nous enseigne, si j'ai bien compris, que en gros, il y a eu 3 vagues dans la grippe espagnole, donc en effet, ça c'est pas parti comme ça facilement, mais qu'à un moment, pourquoi est-ce que ça a disparu ? La réponse qui nous est donnée est faute de combattants, c'est-à-dire en gros, tout le monde l'avait attrapé. Donc, on nous répond un peu ça pour la grippe espagnole. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec le coronavirus ? Alors, depuis que vous avez des vrais outils, parce que la grippe espagnole, ça date un peu, donc depuis que vous avez des outils de surveillance, très clairement, il n'y a jamais d'immunité collective avec la circulation du virus. Donc c'est une jamais fausse, ça. C'est une fausse idée qu'on a. Après, pourquoi est-ce que au début du XXe siècle, la grippe espagnole, qui a tué quelques dizaines de millions de personnes, a disparu ? On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi est-ce que quand vous avez des épidémies dramatiques au Moyen-Âge, il y avait la moitié de la population qui mourait ? Peut-être, effectivement, faute de combattants, et que finalement, il n'y avait plus d'espace pour le virus pour circuler. Mais nous n'aurons pas d'immunité collective en laissant circuler, et le coronavirus en est un fabuleux exemple, malheureusement, à l'échelle mondiale. Alors, on avance. Dans ce contexte, la France est à nouveau à l'heure des choix pour éviter ce dont on vient de parler. Conférence de presse demain à 18h,
incertitude jusqu'au dernier moment, c'est souvent le cas, mais il y a une piste principale. Cette piste principale, c'est non pas celle du statu quo. Je crois que tout le monde a compris qu'il n'y aurait pas statu quo. Il y aura bien des mesures qui seront annoncées demain. Non pas celle de la fermeture des écoles ou des collèges, non pas celle d'un nouveau confinement, mais plutôt celle d'un couvre-feu à 18h étendu à l'ensemble du pays. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on estime en haut lieu qu'elle a plutôt démontré son efficacité. Avant de vous entendre tous, écoutez Gabriel Attal, il l'a quasiment confirmé à demi-mot tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres, qui a succédé à un Conseil de défense où on pense que la décision a peut-être été prise. Écoutez le porte-parole du gouvernement. Manifestement, il y a un effet sur la circulation du virus de l'avancement du couvre-feu à 18h, et ce qui nous a été démontré ce matin à l'appui de données et de statistiques, c'est que dans les départements où le couvre-feu a été avancé à 18h au tout début du mois de janvier, la circulation du virus est moins importante que dans d'autres départements français. C'est-à-dire qu'il croît moins vite. La dynamique de croissance du virus est moins rapide que dans d'autres territoires. Montage d'Anthony Kaczmarek. A-t-il raison de dire ça, Gabriel Attal ? Regardons la carte de France, avec cerclés de rouge les départements qui connaissent depuis 8 jours ou un peu plus ce couvre-feu avancé à 18h. Les couleurs les plus claires vous indiquent les départements où l'augmentation de la vitesse de circulation du virus est la plus faible. Les départements en sombre vous indiquent les départements où la vitesse de circulation du virus est la plus forte. Mais on voit effectivement que dans ces zones cerclées de rouge, globalement, c'est peut-être pas vrai partout, mais globalement, c'est vrai que la circulation du virus ralentit. Alors il faut dire aussi que le couvre-feu, il est avancé, il a été adopté dans les départements où la circulation était déjà la plus forte. Donc quand on passe de 200 à 300, c'est plus difficile que quand on passe de 2 à 3. Mais malgré tout, il semble qu'effectivement, ce couvre-feu avancé à 18h, ce soit efficace. Qu'en pensez-vous, professeur Deray ? D'abord, on n'est pas dans la science dure auquel on est habitué, c'est-à-dire 2 et 2 égale 4, ça c'est sûr. Deuxièmement, est-ce que le couvre-feu marche ? Oui, ça c'est déjà une bonne nouvelle, parce que ce n'était pas évident. Je ne dis pas pour l'instant du 18h, mais ça marche. La Mayenne, les dom-toms, et notre surprise du dernier couvre-feu avant décembre, où on ne s'attendait pas à une telle efficacité. D'ailleurs, il y a eu de grandes critiques en disant « mais pourquoi vous fermez le pays ? Le couvre-feu, ça marche ». Donc couvre-feu, ça marche, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce qu'entre 20h et 18h, c'est mieux ? L'argument qu'on a, c'est celui-là, qui est intéressant. Et le fait que, probablement, on avait, entre 18 et 20h, beaucoup de réunions sauvages. Il y avait beaucoup de cocktails qui se passaient devant les bars, et ça, c'est pas bon. Et la deuxième chose, peut-être qu'on va favoriser le télétravail, qui pour l'instant ne concerne que 15% des Français. Donc ça, ce serait une mesure qui serait intéressante. Et puis, il y a un dernier élément, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que qu'est-ce qui nous reste, en fait ? Maintenant, on pousse le curseur progressivement. Il nous reste la fermeture des écoles et la fermeture du pays. Or, la fermeture des écoles, il y a un consensus, on va dire, politique pour ne pas y toucher pour l'instant. Puis qu'une fois qu'on aura fait 18h, on ne va pas faire 15 heures. Et donc, une fois qu'on aura fait 18h, on va observer. Et après, c'est la fermeture du pays. Donc, je pense que c'est notre dernière cartouche avant de tous être chez nous. Est-ce que le maire de Béziers, 66 000 ou 68 000 habitants, je crois, 80 000, et ouais. est prêt à un couvre-feu à 18h tous les soirs? Oui, si c'est nécessaire, je ne suis pas fou furieux, bien entendu. Je fais quand même une remarque sur ce que vous dites, professeur, quand vous dites le télétravail. Oui, mais le télétravail, c'est souvent ceux qui ont un certain nombre de boulots. Ce matin, j'étais chez les éboueurs. Je ne vais pas leur expliquer qu'ils vont faire du télétravail. Non, mais c'est les plus petits qui ont les boulots les plus difficiles, qui sont, vous savez, en bas de l'échelle des salaires. Cela, le télétravail, vous n'avez pas leur demander. Alors moi, on me bassine avec le télétravail. Dans ma ville et parmi le personnel municipal, oui, les cadres, ils peuvent faire du télétravail. Les gens qui sont là, les gens qui sont à l'accueil, les gens qui sont dans les supermarchés, le télétravail, tu veux pas leur en faire. Souvent, on parle de l'acceptabilité des mesures. Pour vous, à 18h à Béziers, ce sera accepté, pas de problème. On va l'accepter parce que c'est un moindre mal, parce que quand même, on n'en parle pas là, mais il y a aussi la dimension économique et tout, dont on doit bien tenir compte. Enfin, les gens, ils bossent, ils travaillent, ils ont besoin de gagner leur vie. Tu ne peux pas leur dire, tu ne vas plus avoir d'argent, ou je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que c'est la moins mauvaise solution. Si en plus,
d'après ce que je vois là, et en plus je vois comment est mal classé le département de l'Hérault, en même temps je me dis qu'on ne va pas y échapper demain. Oui, on est en bas là. En bleu foncé, très foncé, là. ouais, très foncé. Exact. Vous savez, je le savais et tout. Bien sûr, parce que ça nous permet quand même d'avoir une activité. On ne va pas fermer la mairie, par exemple. On va continuer à apporter un certain nombre de services. Les commerces, ils vont pouvoir fonctionner moins bien, mais ils vont fonctionner. Je suis plus sceptique sur ce que vous dites quand vous dites que parce que c'était à 18h, il y avait des rassemblements entre 18h et 20h. Vous avez raison. Je ne suis pas sûr que les rassemblements n'aient pas lieu entre 16h et 18h maintenant. Voilà, mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais moi, je suis un maire qui suis attaché à la vaccination quand j'entends un certain nombre de gens expliquer qu'ils sont contre. Et j'ai quelques mérites à vous le dire, à le faire et à le dire publiquement, parce que je suis dans une partie de l'électorat qui me porte, qui est quand même pas favorable spontanément, oui je le dis, qui est pas du tout favorable spontanément à la vaccination. Pareil que le vôtre d'ailleurs, si j'ose dire. C'est quand même dans ces extrêmes-là qu'on est le plus et oui c'est ça, anti-vaccin. Bien sûr qu'on va le faire. Moi ce que j'ai le peur en gros c'est quoi? C'est pas ça, on va l'accepter, tout le monde va le faire, de toute façon on n'a pas le choix. C'est que à la fois tout à l'heure vous nous disiez le vaccin c'est la solution, ce que vous disiez, Monsieur Miller, c'est-à-dire que c'est au bout du tunnel, on voit une lumière. Et en même temps, tout ce qu'on est en train de dire dans cette deuxième partie de l'émission, ça te donne un coup au moral en te disant, et oui, je vous le dis comme ça, je me trompe. Il y a une course de vitesse. Oui, il y a cette double dynamique. Voilà. D'un côté, celle du variant anglais ou des autres variants, et celle du vaccin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, on dit on voit le bout du tunnel et on prend tous les jours des mesures plus restrictives. Parce qu'après ça, si ça ne marche pas, on va revenir au confinement. Et il y a ça, ce yo-yo-là, il est insupportable dans la tête des gens. C'est pour ça. Ça fait 1 an que ça dure, professeur. 1 an que ça va durer. C'est pour ça qu'il y a certains de vos collègues professeurs qui disent allons tout de suite au confinement. Ce serait plus simple, ce serait plus radical, ça éviterait le yo-yo. Et ceux-là, notamment autour de Gilles Pialou, qu'on reçoit souvent ici même, qui ont fait cette tribune dans Le Monde pour dire effectivement allons directement au confinement. Au même moment, regardez là cette tribune, ils sont une dizaine à l'avoir signée. Parallèlement, il y a pas mal de gens autour de Bercy, notamment du ministère de l'Économie et des Finances, qui disent attendons, soyons plus malins, plus respectueux des gestes barrières, mais laissons une chance à l'économie de se développer. Et c'est une voie médiane que prend le gouvernement avec ce couvre-feu à 18h étendu un peu partout. C'est le bon dosage pour vous, Sophie? Oui, enfin, si ça se confirme demain soir. Tout faire pour éviter un reconfinement. Enfin, je pense que c'est quand même le b.a.-ba en termes économiques, en termes de vie sociale, etc. J'avais une question pour le professeur Deray qui concerne le confinement le week-end, qui a été testé, dans mon souvenir, en Guyane avec un relatif succès. J'avais cru comprendre que ça a été une hypothèse qui a été plus ou moins mise sur la table pour être écartée. Est-ce que, entre le confinement à partir de 18h et le couvre-feu, pardonnez-moi, à partir de 18h, et le confinement, il y a encore un demi-cran du curseur, si j'ose dire, qui serait de confiner, je ne sais pas, de 13h le samedi au lundi matin. Ou est-ce que là, ça n'a pas... Avec les magasins fermés, oui. Mais qui aurait pour mérite de ne pas fermer les écoles, du coup, et de ne pas fermer les entreprises. Absolument. Alors évidemment, là encore, ce n'est pas de la science dure. J'avais vu cette hypothèse évoquée, et pour tout vous dire, je croyais que c'est ça, moi, qui allait être choisi, parce que je trouve ça intelligent. Puisqu'on veut, et j'en suis tout à fait d'accord, on ne peut pas faire du tout sanitaire. Alors, on nous l'a suffisamment reproché. J'ai eu l'impression d'avoir le pouvoir pendant quelques jours en lisant les journaux. Vous l'avez eu? Pas du tout. Rien du tout. Un peu quand même. Même pas chez moi. Quand même. Pas du tout. Même pas chez vous, même pas chez moi, non. Et donc, je trouve pouvoir d'influence, peut-être. Et encore. Et encore. Et donc, je pense que c'est intelligent, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut limiter la circulation du virus. Et qu'après tout, peut-être que c'est le week-end, justement, que ça circule beaucoup. Donc une formule qui consisterait à dire on va fermer tout ou partie du week-end en gardant certaines activités essentielles au pays, c'est effectivement encore un tout petit bout du curseur avant de fermer le pays. Non, mais oui, Gérard. Il y a au moins quelque chose avec quoi on est tous d'accord, c'est que si on confinait, ce serait mieux. On le sait, ça. D'un point de vue sanitaire. D'un point de vue sanitaire, ce serait mieux. Vous avez bien fait de préciser d'un point de vue sanitaire. Lorsque s'est posée la question de l'heure, puisque avant de parler de la question du week-end, restons une seconde de plus sur la question de l'heure, si tant est que c'est ce qui va être proposé de 20h à 18h, sur la question de l'heure, moi j'avais un point de vue avant.
Mon point de vue, c'était que je ne souhaitais pas 20 heures. J'aurais préféré 21h ou 21h30. Vous vous rappelez qu'on a eu ce débat à un moment donné, notamment parce que je souhaitais naïvement que les cinémas et les théâtres puissent fonctionner. Et vous vous rappelez à un moment donné que les théâtres s'étaient organisés pour commencer des représentations à 19h. Et j'étais même pour que le ticket de théâtre ou de cinéma permette effectivement d'être un passe-droit en quelque sorte quand on voulait rentrer chez soi. À partir du moment où on est sur 20 heures, c'est-à-dire que quand même il n'y a plus de vie après, de vie sociale, j'entends, à l'extérieur, que ce soit 18h, 19h ou 20h, je dois dire que d'une certaine façon, même si chaque fois on rogne sur nos libertés, c'est un peu équivalent. Je dis si chaque fois on rogne, il faut bien s'en rendre compte, sur nos libertés. Donc la question du week-end, c'est un peu la même, c'est-à-dire qu'avec quelle verge va-t-on être battu ? Bon. Et je retiens ce que vous dites, la dernière cartouche. Donc peut-être que ce qu'a dit Sophie, c'est qu'il y en a encore une de plus qui serait celle du week-end. Mais de toute façon, on est au bout du bout. Et M. Ménard a raison de dire, c'est qu'actuellement, on a cette perspective du vaccin, et il faut quand même chaque fois le rappeler, c'est quand même nouveau par rapport aux autres coups de bâton qu'on a reçus, c'est que en plus du coup de bâton, il y a quand même la perspective du coup de seringue, mais qu'en même temps, effectivement, pendant quelques temps, on va encore avoir des drames humains absolus de fermeture, de souffrance en tout genre, etc. Donc, mais pour l'instant, je ne vois pas effectivement comment on pourrait être contestataire de tout ça. Oui, il y a une autre solution qui est bien meilleure que toutes ces solutions. C'est de fermer le pays et de vacciner toute la France pendant cette fermeture. C'est le choix qu'a fait Israël. Il est excellent. Et là, on a une perspective. Parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que fermer, ouvrir, c'est dramatique pour l'économie. Et on fermerait le pays pendant 1 mois et on vaccinerait la France. Ça, ce serait dynamique. Et ça nous donnerait une vraie perspective. Mais en un mois, est-ce qu'on a les doses ? Mais oui, je viens de tracer quelque chose que je ne peux pas faire, je n'ai pas les doses. Horreur, on va remettre les frontières hermétiques au monde entier. Mais si dans 3 mois, dans la même situation, je crois que fermer le pays, c'est aussi... Est-ce que fermer le pays, ça veut dire confiner pour vous ? Confiner totalement. Mais ça veut dire aussi le fermer aux frontières, empêcher... Attendez, expliquez-moi comment on peut dire ce propos qui me semble, pardon cette fois-ci, un peu contradictoire. Parce que si on a envie d'avoir du vaccin sud-africain, on a continué à faire venir des gens d'Afrique du Sud. Si on veut des vaccins brésiliens, on n'a qu'à laisser venir les gens du Brésil. Non, du virus, vous voulez dire. Le virus, oui. Et avec les gens, parce qu'il faut bien qu'ils soient apportés par quelqu'un. Pourquoi on ne ferme pas ? Oui, ça, si vous demandez ça aux politiques, à l'heure actuelle... Non, mais je vous demande votre avis. Mais moi, je vous donne mon avis. À l'heure actuelle, avec la Grande-Bretagne, on devrait être très strict. Avec l'Afrique du Sud, le Brésil, le Japon, là où on trouve des variants, on devrait être très strict. C'est ça. Et on ne l'est pas. Donc, on ferme aussi à l'extérieur. C'est les deux. Oui. Alors, il y a une alternative. C'est le passeport vaccinal pour permettre les voyages d'un pays à l'autre. Et il se trouve que cette idée commence à gagner du terrain sur le plan européen. La Grèce, par exemple, vient de plaider pour ce passeport vaccinal auprès de la Commission européenne. Ça n'est pas le premier pays qui le fait. La pression monte en Europe sur ce sujet. La suite des indispensables, on vous retrouve Baptiste. Donc cette idée, elle est relancée avec, je le disais, un pays qui la soutient désormais. Oui, la Grèce, son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui plaide pour la création d'un passeport vaccinal à l'échelle du continent européen. Il permettrait de distinguer les vaccinés des non-vaccinés et de laisser ces vaccinés voyager librement, notamment en Europe. Et vous comprenez bien la motivation de la Grèce, pays touristique par excellence. Les îles grecques, Santorin, Sifnos. Vous avez l'Acropole, le Parthénon à Athènes. 30 millions de touristes par an, évidemment beaucoup moins en 2020. Voilà ce que veut corriger la Grèce. Le secteur touristique, c'est 20% du PIB du pays. Alors le Premier ministre grec, il a adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y explique qu'un passeport vaccinal est urgent et il met en avant la liberté de voyager. Voilà ce qui est vanté. Alors la Grèce n'est pas toute seule sur cette idée-là, notamment en Europe. La Belgique soutient cette idée d'un passeport vaccinal. L'Espagne soutient aussi cette idée. Vous avez aussi le Danemark et la Hongrie. Voilà des pays qui sont sur cette même idée. Ça commence à faire beaucoup. Et qui s'y oppose alors ? Eh bien, le principal opposant, c'est nous, c'est la France. La France et plusieurs de ses ministres qui se sont opposés. Vous avez notamment le secrétaire d'État, ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Vous trouvez un homme qui défend le passeport vaccinal, c'est François Bayrou. Écoutez-les.
Donc, à mon avis, le sens de l'histoire, c'est d'accélérer fort sur la vaccination de manière à se créer cette défense un peu définitive et de ne pas recourir à des segmentations de la population. On peut tout à fait imaginer que d'une certaine manière, le fait de s'être soumis à la vaccination vous ouvre des portes qui jusqu'alors étaient fermées. Je pense d'ailleurs que c'est le sens naturel des choses. Oui, mais ce que disent les opposants à ce passeport vaccinal, ce serait que ce serait créer une catégorie de citoyens de deuxième zone. On a beaucoup entendu ça dans la bouche des dirigeants français, la plupart, beaucoup de ministres notamment. Est-ce qu'il existe déjà quelque part ce passeport, Baptiste ? Oui, et à nouveau, on va parler de l'Israël. L'Israël qui a mis au point le passeport vert. Ils pourront l'avoir, les Israéliens, sur leur téléphone portable directement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça permettra de faire ? Eh bien, ça permettra de se rendre dans ce qu'ils appellent les zones vertes, comprenez les restaurants, les musées, les hôtels, de se rendre aussi dans les événements culturels et sportifs. En un mot, quand on aura ce passeport vert en Israël, eh bien, on sera libre. Et puis, il y a des entreprises qui l'ont rendu obligatoire aussi. Oui, vous vous souvenez qu'on a parlé ici de la compagnie aérienne australienne Qantas qui avait dit très concrètement « pas de vaccin, pas de voyage sur nos lignes ». Eh bien, je vous propose de regarder la publicité d'une compagnie irlandaise low cost bien connue. Regardez. Vaccines are coming, so book your Easter and summer holidays today with Ryanair. 1 million seats on sale from $19.99 to sunshine destinations in Spain, Italy, Portugal, Greece and many more. Alors, c'est pas très clair. On ne sait pas si c'est vraiment une façon de dire vous pourrez voyager avec nous si vous êtes vacciné. C'est peut-être tout simplement le vaccin arrive. Donc la situation globale s'améliore, donc vous pouvez voyager à nouveau. Et ce qui a été reproché, c'est de volontairement entretenir ce flou-là, parce que le slogan derrière, c'est « Jab and Go », comprenez, vaccinez-vous et partez en voyage. Alors, évidemment, on ne comprend pas très bien et c'est volontaire, mais en tout cas, c'est une célébration de l'arrivée des vaccins. Et dans le même secteur du transport aérien et du tourisme en France, l'idée aussi du passeport vaccinal fait son chemin, et notamment dans la tête du président d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. Il est pour également, et lui, il voit en fait un moyen de limiter la casse dans ce domaine-là, de limiter le chômage. Écoutez-le. Je suis tout à fait favorable à des mesures qui permettent de limiter au maximum l'arrêt de l'économie pour sauver des vies. Néanmoins, il faut veiller à être économe de l'arrêt de l'économie. Et si le certificat sanitaire peut permettre d'avoir moins de chômage et plus de sécurité sanitaire, il faut bien sûr en parler. Merci Baptiste. Est-ce que la France a un train éthique de retard en s'opposant mordicus à ce type de passeport sanitaire ? Ou bien est-ce qu'au contraire, il faut tenir bon parce que il ne faut pas qu'il y ait deux poids et deux mesures ? Il faut dire que c'est une façon déguisée de rendre le vaccin obligatoire. Pardon, mais moi ça, c'est un argument qui m'échappe, mais on peut en parler. Attendez, si demain, parce que là c'est pour le transport, si le même document demain, il te permet d'aller au stade, alors que si tu l'as pas, tu vas pas au stade, après-demain au restaurant, si tu l'as pas, pardon de vous dire que ça finit par faire en sorte, peut-être, ça peut être un choix, en sorte de donner tellement d'avantages à ceux qui sont vaccinés. Pas de vaccin, pas de stade. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, madame. Et ça veut dire qu'à terme, ça veut dire que c'est une façon, puisqu'ici on ne veut pas rendre obligatoire le vaccin, de le rendre quasi obligatoire, parce que quand vous aurez la liste de tout ce que tu peux faire avec le vaccin et tout ce que tu ne peux pas faire sans le vaccin, honnêtement, je pense qu'il y a un certain nombre de gens, même qui hésitent, et qui diront « Ah, quand même, si je peux aller en boîte de nuit, si je peux aller voir un concert, si je peux aller... » Je le fais. Je ne dis pas que c'est bien. Alors, Sophie. Je dis que c'est une façon de rendre obligatoire. Mais depuis le début... C'est le grand, argument, y compris d'Olivier Véran, qui a rétropédalé en allant dire tout de suite à la télévision, au moment, vous savez, où il y a eu cette loi d'urgence sanitaire qui disait on pourra créer des documents, etc. Tollé, on avait dit que la vaccination n'était pas obligatoire, et c'est une manière fourbe et sournoise de la rendre obligatoire. C'était ça la critique. Olivier Véran, je l'ai trouvé assez faible, puisqu'il a immédiatement rétropédalé en gros, en acceptant cet argument. Et je vais vous dire... Alors pourquoi il n'est pas bon cet argument ? Attendez, moi, ce n'est pas l'argument que je développe. Je dis, c'est ça en réalité, mais on n'ose pas le dire. Mais on peut dire que c'est une bonne idée. Je ne comprends pas cette fatalité. À partir du moment où, en gros, on est d'accord, Gérard Miller l'a répété, privés d'énormément de liberté. Eh bien, finalement, la liberté de se faire vacciner ou pas entraîne
de l'assumer jusqu'au bout. Je ne veux pas me faire vacciner. Ma responsabilité fait que j'assume effectivement qu'il y a des endroits qui me sont interdits. Si je veux entrer dans ces endroits, je me vaccine. C'est un choix. Mais il faut dire que c'est ça. Oui, mais je trouve que du coup, en déduire que c'est comme rendre la vaccination obligatoire, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a certains anti-vaccins, par exemple, qui disent « Ah bah oui, mais du coup, on ne pourra même plus aller acheter notre pain. » Il n'a jamais été question, à ma connaissance, nulle part, de dire que, par exemple, l'accès aux magasins, pardon de ce terme, de cet adjectif horrible, essentiel, serait soumis à la présentation d'un passeport vaccinal. Il ne faut pas que vous caricaturiez les choses. Je ne dis pas ça. Je dis simplement il faut appeler un chat un chat. Non, je ne pense pas que ce soit pareil, moi. Non, mais Sophie, alors, Gérard, votre sentiment. C'est terrible parce que je suis obligé de donner raison à M. Ménard. Avec qui j'ai, c'est terrible, avec qui j'ai tellement de différences. Mais là où il n'a pas tort, Sophie, alors que nous sommes, mais on archive la séquence, on archive. M. Ménard, alors que nous sommes presque tous les 3 ou tous les 4 ou tous les 5 d'accord sur la nécessité d'être vaccinés, là où il n'a pas tort, c'est de dire il y a quand même un problème. C'est-à-dire que c'est important, chaque fois qu'il y a une restriction supplémentaire de liberté, même si on commence à s'y habituer, de dire il y a un problème. Surtout, c'est pour ça que je lui rends raison là-dessus, qu'il ne dit pas comme conclusion, donc il ne faut pas le faire. Il dit c'est un vrai problème. Et je suis d'accord avec lui pour que chaque fois que cette crise nous amène à être un petit peu moins libres, et à faire des distinctions, on se dise, il y a un problème. Ce que dit Sophie, c'est qu'on est déjà un peu moins libre tous aujourd'hui. Mais là, on le serait encore moins. Il ne faut pas s'habituer trop. Il faut à chaque fois... Je suis en tout cas... Sophie, non, mais on peut se et je poser suis la d'accord... Gérard, je termine juste pour dire que je me suis posé la question, et peut-être que j'évoluerai. Je me dis, mais après tout, moi qui ai eu la chance de partir beaucoup à travers le monde, je me souviens qu'à certains moments, on disait c'est obligatoire de se faire vacciner sur la fièvre jaune ou contre d'autres, et que sinon, on ne partait pas. Donc, j'ai déjà été habitué à des vaccins obligatoires pour pouvoir circuler. Là, simplement, ça touche toute une population, donc ça fait quand même un peu peur. Et en même temps, je me dis, et c'est pour ça que M. Ménard n'a pas complètement tort, je me dis, c'est un vrai débat qu'on doit avoir. Oui, mais vous dans ce débat, spontanément, je serais pour ce vaccin, passeport vaccinal, comme on l'appelle-t-on. Je serais plutôt pour, parce que je me dis effectivement qu'à partir du moment où il y a cet espoir de sortir de la crise par le vaccin, je ne vois pas comment on pourrait dire je vais prendre l'avion et me retrouver dans des circonstances X ou Y à risquer de contaminer les autres. Mais en même temps, je suis pour ce que vient de dire M. Ménard, c'est-à-dire pour me poser la question et peut-être entendre des arguments contre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faut pas que vous me demandez mon avis. À la date d'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire bah oui, c'est assez raisonnable d'être vacciné et d'avoir la preuve qu'on est vacciné. Et en même temps... Alors écoutons peut-être quelqu'un qui va vous aider à réfléchir et à trancher ce débat entre vous et vous-même, Jean-Pierre Mas. Jean-Pierre Mas. Alors, bonsoir Jean-Pierre Mas. Vous êtes président des entreprises du voyage, donc vous êtes directement intéressé d'une certaine manière à ce passeport vaccinal. Ça permettrait effectivement une grande partie de votre activité de démarrer. Mais que répondez-vous à ceux qui disent on va créer une catégorie de citoyens de deuxième zone, ceux qui ont peur du vaccin par exemple? Non, pas du tout. Le passeport sanitaire, je vous dirai pourquoi passeport sanitaire plutôt que passeport vaccinal. Le passeport sanitaire, c'est le passeport de la liberté. C'est ce qui va permettre de voyager. Aujourd'hui, les Français, les citoyens du monde ont envie de bouger. Ils ont une chape de plomb sur la tête depuis 10 mois déjà. Donc ils ont envie de se déplacer, de bouger, de vivre, de partager, d'échanger. On a envie de recevoir des visiteurs étrangers en France. C'est un élément déterminant de notre économie. Et parler de passeport vaccinal, c'est avoir 2 coups d'avance. Alors on reproche souvent au gouvernement de ne pas anticiper. Là, ce serait une anticipation très longue. 2 coups d'avance parce qu'on est très loin de vacciner la population française. Il faudra plus d'1 an pour vacciner et permettre de voyager à la quasi-totalité de la population française. Donc c'est extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque pays, il y a 50 pays dans lesquels on peut voyager et on peut voyager librement. Le monde n'est pas fermé. C'est nous qui nous enfermons dans notre tête. Le monde est ouvert. 50 pays avec des conditions d'accès qui diffèrent d'un pays à l'autre. Certains exigent un test PCR de 2 jours, de 4 jours, de 5 jours, d'une semaine. D'autres un test antigénique. D'autres rien. Il y a des pays qui n'exigent rien pour voyager. Et certains, comme la Grèce, vont certainement à moyen ou à long terme exiger le vaccin. Mais quel vaccin? Pfizer, Moderna, le chinois, le russe, il y en a qui seront autorisés, d'autres pas. D'où la nécessité
d'avoir un passeport sanitaire digital et non pas un tas de petits papiers dans la main, qui va fluidifier le voyage, fluidifier les contrôles aux aéroports, les contrôles aux frontières, et qui permettra de répondre, de voir si l'on répond aux exigences spécifiques de chaque pays, en sachant qu'on n'aura aucune harmonisation, ni européenne, ni mondiale. Et ça peut se faire très vite. Ça se fait très vite, sous la forme d'un QR code sur son téléphone portable. On connaît la date du dernier test PCR, on joue un peu avec les mots, pardonnez-moi Jean-Pierre Masse, parce qu'on peut voir, on peut retourner le miroir et voir la chose des deux côtés. Liberté en plus pour ceux qui disent oui à la vaccination, et d'une certaine manière, relégation pour ceux qui, pour X et Y raison, mais peut-être c'est là tout le problème, ne vont pas se faire vacciner. Relégation où mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sauront que si des pays exigent la vaccination, ils ne pourront pas voyager dans ces pays-là. Mais le passeport digital, le passeport sanitaire qui intégrerait vos tests PCR, si vous voulez voyager, vous êtes obligé de faire un test PCR si le pays l'exige. Autant l'avoir sur un support digital que trimballer un bout de papier, parfois falsifié, pas nécessairement reconnu à l'arrivée. Donc je ne joue pas du tout avec les mots et je ne joue pas non plus avec la liberté. En revanche, il va y avoir derrière cela, comme toujours en France, un énorme débat éthique. C'est celui que j'ai déjà entendu là tout à l'heure sur c'est une restriction de la liberté. Non, c'est une ouverture à la liberté, c'est une ouverture au droit de se déplacer et non pas une restriction. Bon, c'est clair et net. Jean-Pierre Masse, écoutons tous maintenant l'avis du médecin. Les médecins sont aussi rompus à beaucoup de questions d'éthique. Qu'en pensez-vous, Gilbert ? Alors, vous allez avoir des avis très divergents d'abord dans le corps médical. Très clairement, pour moi, c'est oui. Et oui, massivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce passeport sanitaire existe déjà. Comme vous l'avez souligné, il y a plein de pays où sans le vaccin, on ne va pas. Et on ne va pas sans une PCR négative dans plein de pays dans le monde. C'est fini, ça. Deuxièmement, il existe en France. Pour aller en Corse, il faut que j'ai une PCR négative. J'ai entendu personne me dire que c'était pas bien, que j'allais montrer mes données, que c'était discriminatoire. Et puis, je vais pousser un cran plus loin, parce que je suis sensible aux arguments qui consistent à dire « mais si je ne peux pas faire le vaccin, je suis discriminé ». Mais ce n'est pas ça, pour moi, les plus discriminés. Les plus discriminés aujourd'hui, c'est ceux qui sont fermés. C'est un gérant de restaurant, c'est quelqu'un qui a un bar, ce sont les musées, ce sont les théâtres ou les cinémas. Donc moi, je me sens une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et je préfère des restaurants pleins de gens vaccinés que des restaurants fermés. Et ceux qui sont discriminés les plus, ce sont ceux-là. Moi, je respecte totalement ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Mais la liberté, notre liberté de chacun s'arrête au seuil de la liberté de l'autre. Et la liberté pour un restaurateur d'ouvrir son restaurant, elle pèse plus lourd que moi, que, effectivement, comme vous le dites, cette catégorisation des professions. Et donc, on a un passeport sanitaire, et c'est le sens de l'histoire. On est, une fois de plus, trop frileux, et on est en retard. Le passeport sanitaire va s'imposer. Il comprendra des tests PCR, il comprendra des vaccins, et plus aucun Français n'ira nulle part sans un passeport sanitaire, ça c'est sûr. Et à l'intérieur, ça doit être la même chose pour ceux qui sont en train de mourir, parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Je ne parle pas de mort physique, je parle de justement ces restaurateurs, ces musées, ces théâtres. Et pour eux, je leur dois un passeport sanitaire. Il aurait dû être avocat, Gilbert Deray. Quelle plaidoirie, professeur. Oui. Moi, personnellement, je suis favorable puisque je suis pour me faire vacciner. Il n'y a pas de discussion possible. Reste que ça pose quand même un tout petit problème. Je veux dire, on ne peut pas ne pas s'interroger. Je ne dis pas que je suis défavorable à ce que vous dites là. Le fait de te dire que maintenant, pour rentrer dans un restaurant, pour aller au cinéma, demain au théâtre, ou que sais-je encore, il faudra sortir... sans plus de carte d'identité, mais un passeport qui dit « je me suis bien fait vacciner », je dis que c'est une question sur laquelle on peut au moins s'interroger. Mais quelle est votre réponse, Robert ? Je suis partagé. Je dis juste que c'est une question qui se pose. Spontanément, je me dis, écoute, c'est tellement évident de se faire vacciner. Mais quand j'en discute aux gens et que je m'aperçois qu'il y a la moitié des Français pour qui c'est pas du tout évident, je me dis, alors cette moitié de Français, ils vont plus aller au restaurant et moi, je vais pouvoir y aller. Non, monsieur. Attendez, professeur, pardon. Je peux au moins m'interroger là-dessus. Je me pose cette question. Et vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Alors, c'est quand même exclure, c'est accroître la liberté d'un certain nombre de gens
et restreindre la liberté d'autres gens. Ceux qui disent que Robert Ménard est tout d'un bloc, ben voilà, la démonstration du contraire. Il est partagé. Je suis dans la catégorie des gens qui n'hésiteraient pas à se faire vacciner. Donc je pourrais me dire égoïstement, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je pourrais enfin retourner au restaurant. Et vous avez raison, ça fera travailler les restaurateurs. Mais quand même, pour les gens, y compris dans le corps médical, tous ceux qui ne veulent pas entendre parler, parce qu'attendez, c'est pas 1% dans le corps médical ou dans les hôpitaux, c'est 10, 20, 30% qui ne veulent pas. Alors, réponse de Gilbert. Monsieur Ménard, premièrement, vous avez soulevé un point extrêmement important. Le débat est nécessaire dès maintenant. Ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est d'entendre des personnes, nos gouvernants nous dire « non, pas de passeport ». Et non, on engage le débat. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que dans 6 mois, on sera à point zéro et on fera une commission Théodule en tirant 50 personnes au sort pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est maintenant le débat. Et la deuxième chose, moi, qui me rassure, c'est que dans les anti-vaccins, dans les 50%, vous en avez 40 qui doutent et que 10% de noyaux durs. Donc à l'arrivée, si on fait bien notre travail d'information et de conviction, et je suis extrêmement convaincu que le vaccin est bon pour tout le monde, si on le fait bien à l'arrivée, nous n'aurons que 10%. Ça, c'est une bonne chose. Donc oui, on engage le débat dès aujourd'hui. Merci Gilbert Deray, merci Jean-Pierre Masse et merci à Jérôme Marcantetti qui était avec vous, qui a permis la réalisation de ce duplex. C'est un débat, vous avez raison, il ne commence pas aujourd'hui d'ailleurs, il a commencé il y a quelques jours. Il va monter au fur et à mesure qu'on va vacciner et ça va être un des débats de ces prochaines semaines. Merci Gilbert d'avoir été avec nous ce soir, c'était très intéressant. L'heure est venue d'accueillir notre invité. Notre invité, vous le connaissez peut-être, ou peut-être pas, Gérald Bronner. Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'université. Gérald Bronner est surtout l'auteur de ce livre assez fascinant, Apocalypse cognitive. Derrière un nom un peu savant et derrière une figure dont il nous expliquera peut-être le sens sur la couverture, bonsoir Gérald Bronner, bonsoir. Se cache, comment dire, une explication, une mise à plat de ce qu'est notre intuition à tous. Notre intuition à tous, c'est qu'effectivement l'irruption massive des écrans dans nos vies, c'est problématique, en particulier pour nos enfants. Et vous allez beaucoup plus loin, Gérald Bronner, parce que vous expliquez dans ce livre que ce n'est pas seulement un péril pour nos enfants ou nos adolescents, c'est une menace pour nos sociétés et peut-être notre civilisation. Je commence simplement par une question, et puis on va rejoindre Fanny, qui a lu votre livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et qui nous dira les principales articulations. Quel est le point commun, c'est une question que vous posez, entre Nabila, Dieudonné et Julie Gaillet? Quel est le point commun? Le point commun, c'est que ce sont les 3 personnes dont le nom a suscité le plus de recherches sur Google en France. En clair, le people, le sulfureux, voilà où nous poussent nos instincts quand on fait une recherche. Alors, voilà comme mise en bouche le contenu de ce livre maintenant, Les Indispensables, avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir Gérald Bronner, bonsoir à tous. Quel est le constat dressé par Gérald Bronner? Eh bien, votre constat est simple et il est incontestable. Jamais nous n'avons eu autant de temps de cerveau disponible. Grâce aux congés payés, grâce à l'amélioration de notre productivité, vous expliquez que là où nos ancêtres de 1800 consacraient 48% de leur temps de travail, temps éveillé au travail, nous y consacrons aujourd'hui plus que 11%. Même chose pour les tâches ménagères. En 2010, 15% de temps en moins pour le repassage, les lessives, les repas ou le bricolage qu'en 1986. Résultat, c'est une excellente nouvelle. Nous avons dégagé des heures et des heures de disponibilité mentale. Un trésor inestimable, dites-vous, qui ouvre tous les possibles parce qu'elle permet à cet outil merveilleux qu'est notre cerveau d'innover, de se cultiver. Vous dites, c'est dans ce temps de cerveau que se trouvent potentiellement des chefs-d'œuvre ou de grandes découvertes scientifiques. Et pourtant, ce trésor, nous le dilapidons, nous n'en faisons rien parce que notre attention est littéralement siphonnée par les écrans que vous appelez armes du crime. Il y a 30 ans, c'était la télévision, il y a 15 ans aussi, mais aujourd'hui, ce sont les ordinateurs et surtout nos téléphones portables. Nous sommes soumis à un déferlement continu d'informations, mais au lieu d'en être les maîtres, nous en devenons, dites-vous, les jouets. Alors, pourquoi les jouets et pourquoi serait-ce si mal ?
parce que pour capter notre attention, les producteurs de contenu jouent sur nos instincts primitifs, c'est-à-dire sur les 3 réflexes de notre nature profonde. Le sexe, parce que nous avons l'instinct de reproduction, le conflit qui est inhérent à la vie de groupe, ou encore la fascination que nous avons pour la peur, développée pendant des millénaires, parce qu'elle était la condition de notre survie. Alors, donnez-nous des exemples, vous qui avez lu le livre, pour qu'on comprenne bien, Fanny. Eh bien, premier exemple, si je vous dis Booba, David, vous me répondrez rappeur. Mais de tous les événements de sa carrière, que retenez-vous? D'ailleurs, Gérald de Bronner, vous posez vous-même la question dans le livre. Est-ce la sortie de son album Trône, triple disque de platine, ou l'un de ses 8 singles disques de diamant? Pas vraiment, non. Ce qui a sans doute le plus attiré votre attention, c'est cet événement du 1er août 2018, une bagarre entre Booba et son rival Caris à l'aéroport d'Orly. C'est cela qui a suscité le plus notre intérêt, parce que vous dites, ces incidents nous intéressent, nous avons un goût pour le conflit. Idem d'ailleurs avec un autre exemple, Manuel Valls giflé en 2017, souvenez-vous, pendant la campagne des primaires de la gauche. C'est cet événement précis qui a suscité le plus de recherches sur Manuel Valls sur Internet, alors même qu'il a ensuite été nommé Premier ministre et qu'il a été Premier ministre surtout pendant les attentats de 2015. Voilà, ce ne sont pas ses propos politiques, ses propositions, son action de Premier ministre, c'est la gifle. C'est cette gifle. Autre exemple, cette fois sur l'obsession que nous avons pour le sexe. Vous avez fait un bref calcul. Chaque année, 629 880 années de temps de cerveau disponible s'évaporent, dites-vous, dans la contemplation pornographique, le visionnage de vidéos pornographiques sur un seul des nombreux sites. Mais des obsessions, il y en a d'autres. La peur, par exemple. Vous donnez un exemple dans votre livre. Si je vous dessine sur une même feuille plusieurs animaux, des chats, des chiens, des lapins, des serpents, des araignées, eh bien votre cerveau va automatiquement détecter en premier les serpents et les araignées parce qu'il en a peur et il va détecter donc le danger. Mais est-ce que ces écrans, est-ce qu'ils véhiculent donc, c'est une force irrésistible? Je vois le psy qui lève le sourcil. C'est une force irrésistible, Fanny. Eh bien, c'est en tout cas une force très puissante qui est inscrite au cœur de l'homme. Vous démontrez cela avec l'expérience du marshmallow. Proposé à un enfant de maternelle, un marshmallow, en lui promettant que s'il patiente suffisamment, il en aura un deuxième. Eh bien, résultat de l'expérience, moins de la moitié des enfants résistent effectivement à la tentation du plaisir immédiat du marshmallow et ils préfèrent le manger au bout seulement de quelques minutes. C'est ça. Ils se privent d'un deuxième marshmallow parce qu'ils n'ont pas la force de se dire « j'attends un peu et j'aurai un bénéfice 2 fois supérieur ». Non, c'est l'immédiat. J'ai envie de mon marshmallow tout de suite, maintenant, parce que je satisfais la zone de mon cerveau que vous décrivez attentivement et qui enregistre ces bénéfices immédiats. Est-ce qu'il y a des solutions ? La solution que vous soulevez, c'est l'éducation. Vous restez modeste, vous dites qu'elle permet d'exploiter les meilleures potentialités de notre cerveau. Il faut, grâce à l'éducation, créer les conditions sociales de l'épanouissement intellectuel de chacun, dites-vous, en rappelant que les familles les plus modestes, les plus défavorisées, sont celles qui aujourd'hui passent le plus de temps devant les écrans. Et vous concluez par ces mots, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'organiser les conditions pour chacun de sa déclaration d'indépendance mentale. Merci Fanny. Alors 2 questions, puis vous pourrez poser les vôtres. Gérald Bronner, en fait, vous transformez notre intuition qu'il se passe quelque chose en analyse, parce que vous êtes un adepte des sciences cognitives. Quoi de neuf sous le soleil, au fond? Parce que l'homme, il a toujours cédé à ses instincts primaires. Il a toujours cédé au goût du sexe, au goût du plaisir immédiat, au goût du trash, peut-être parfois. Non, vous avez raison, il n'y a rien de neuf sous le soleil en quelque sorte, sauf que l'état de la connaissance nous permet d'en savoir beaucoup plus en raison des traces numériques que nous laissons, notamment dans l'univers d'Internet, et qui sont innombrables, et toutes ces traces convergent vers le même diagnostic. Donc quelque chose de beaucoup moins spéculatif dans cela. Et puis par ailleurs, parallèlement, les sciences du cerveau, les sciences cognitives ont fait beaucoup de progrès, et elles donnent en quelque sorte une assise analytique à cette analyse. Mais je vous fais remarquer que cette banalité, en effet, de dire que nous avons un attrait en tant que mammifères pour la sexualité, et comprenez bien que je n'ai aucun jugement moral quand je dis qu'une part de notre cerveau s'évapore dans la contemplation pornographique. Je ne voudrais pas vivre dans un monde où ce ne serait pas possible, par exemple. Que les choses soient claires. Il n'y a pas de moralisation de ma part, mais d'un autre côté, il peut sembler tout de même inquiétant qu'une part trop grande de cette disponibilité mentale s'évapore dans des formes de futilité.
Pour la contemplation pornographique, ça ne me paraît pas très grave. En revanche, par exemple, notre goût pour la conflictualité, qui a très bien été mise en scène par votre collègue, entre parenthèses, je vais l'embaucher pour faire la promotion du livre, ça sera plus simple, c'était excellemment dit, tout ce qu'elle a dit. Eh bien, ce goût pour la conflictualité, c'est pas seulement dans la contemplation, cela a des effets sociaux. Par exemple, ça crée des chambres d'écho avec des formes de radicalisation, de polarisation qui sont très bien identifiées. Expliquez-nous ça, parce que vous dites certaines formes des populismes les plus démagogiques. Vous citez certains partisans de Donald Trump, puis même certaines attitudes de Donald Trump ont un lien direct avec ça, c'est-à-dire on espérait, si vous voulez, au début d'Internet, on espérait que cet outil qui est formidable par ailleurs, bien nous permettrait de confronter nos points de vue. Et donc ça aboutirait à une forme de tempérance. Ah oui, tu penses cela, je n'avais pas vu les choses comme cela, etc. C'est pas du tout ça qui s'est produit finalement. Ce qui s'est produit, c'est que dans cette masse insondable d'informations, enfin absolument titanesque, songez qu'on a produit dans les 2 dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre, n'est-ce pas? Et donc cette masse de disponibilité, elle a ménagé une possibilité, en quelque sorte, de faire son libre parcours et d'aller chercher des informations qui vont seulement dans le sens de ce que j'ai envie de croire, de ce que j'ai envie de détester, par exemple. Je vais être particulièrement attentif à une information négative sur un personnage public que je n'aime pas. Par exemple, s'il y a un scandale récent qui vient d'arriver, par exemple, eh bien, je vais avoir mon attention qui va être attirée par cela, je vais éventuellement partager cela, et je vais peu à peu côtoyer des gens qui pensent comme moi, non seulement parce que mon cerveau m'y invite, mais aussi parce que les algorithmes m'y enferment. C'est-à-dire c'est un double processus entre le fonctionnement très ancestral de notre cerveau et l'hypermodernité des algorithmes qui vont nous enfermer dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Chambres d'écho, pourquoi? Parce que c'est la notion acoustique qui fait que je vais entendre toujours la même chose, ça va se répéter, et à force de répéter les mêmes arguments, de voir les mêmes informations, j'y crois de plus en plus fort et je vais me radicaliser, je vais apprendre à détester ceux qui ne sont pas dans ma chambre d'écho. Donc on voit bien que ça a des conséquences, pas seulement dans le monde numérique. Le numérique s'invite dans le monde réel. Il suffit de voir les derniers événements du Capitole pour voir que les flux de crédulité, les épidémies de crédulité, c'est pas seulement pour le monde numérique, n'est-ce pas? Alors, vos questions, Gérard, le psy peut-être. Oui, alors vous avez mis en couverture de votre livre que je n'ai pas encore lu, Méduse, donc ce personnage mythique qui pétrifiait les gens qui regardaient dans sa direction. Et je crois qu'on peut peut-être s'interroger sur le fait qu'indépendamment des contenus, les écrans en tant que tels sont dangereux. Je veux dire par là que je fais partie de ceux, et on est nombreux, à considérer qu'il faut par exemple 0 écran pour les enfants avant un certain âge. Mais quand je dis 0 écran, c'est-à-dire même pas des écrans avec des choses merveilleuses comme il en existe, des jolis films ou des jolies histoires. C'est-à-dire qu'il y a dans l'écran lui-même, indépendamment du fait qu'on regarde Boba ou qu'on regarde du sexe, il y a dans l'écran lui-même une captation de l'être humain, une façon de l'asservir, une façon de l'hypnotiser, une façon de le méduser, qui est indépendante de son contenu. Est-ce que vous êtes sensible à ça? C'est-à-dire que l'écran, en tant que tel, est dangereux? Alors, j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Un point d'accord, vous avez raison, pour ça que je parle de l'écran comme l'arme du crime idéal, en quelque sorte, de ce cambriolage sur notre attention, parce qu'il va convoquer les principaux sens. Nous avons 5 sens, comme vous le savez, mais le principal sens pour l'être humain, c'est la vision. Une grande partie de notre traitement informationnel vient de la vision, puis il y a l'ouïe, et il se trouve que l'écran nous attrape par ces 2 sens. De ce point de vue, c'est un toboggan, en effet, attentionnel. Mais d'un autre côté, je ne veux pas diaboliser les écrans, car je crois que c'est surtout une porte ouverte vers le fonctionnement de ce que j'appelle le marché cognitif, le marché des idées, où il se passe un certain nombre de choses, à la fois politiques, cognitives, qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il y a un bon usage des écrans. Je pense qu'on peut user pédagogiquement des écrans et que justement, ça sera peut-être aussi l'arme idéale pour utiliser nos addictions d'une autre façon. Comment on fait pour bien user des écrans? Mais par exemple, un des chapitres, il n'y a pas que la peur, la conflictualité, etc. Il y a d'autres chapitres qui attirent notre attention. Il y a ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive. N'est-ce pas? L'incomplétude cognitive, c'est la tendance que nous allons avoir à compléter une histoire, à être ce qu'on appelle le suspense, par exemple, et la fiction, par exemple, à quelque chose de... Les séries télé ont quelque chose d'addictif, précisément parce qu'on a envie de savoir, on a envie de compléter l'histoire. Il y a toutes sortes. Prenons l'exemple récent de l'actualité, par exemple, de l'affaire des enfants Kouchner, du roman dont on a beaucoup parlé. Eh bien, il y a quelque chose, outre la conflictualité, la sexualité, la violence. Donc, on a là des éléments qui peuvent nous attirer, mais il y avait aussi une incomplétude. Au départ, on se dit, mais comment ça a pu arriver? C'était il y a 30 ans, pourquoi les gens n'ont pas parlé avant? Et puis, ça implique des gens avec grande visibilité sociale, autant d'éléments qui peuvent attirer notre attention. Donc, l'incomplétude
cognitive, elle peut être aussi mise au service, par exemple, d'outils pédagogiques qui peuvent avoir lieu sur les écrans. Comment s'est créé l'univers Mais absolument, c'est-à-dire Sauf que c'est pas ça qu'on va voir. On va le voir un peu. Mais si on ne voit beaucoup. pas cela, c'est parce que précisément, pour l'instant, cette logique du marché cognitif est abandonnée tout entière à une logique de marché. C'est un marché dérégulé. Donc ce qu'il nous faut faire collectivement... Nationaliser les réseaux sociaux. Certainement pas. Ce qu'il nous faut faire collectivement, c'est penser les moyens de la régulation. Mais vous savez, la régulation, il y a tout un éventail entre la censure et l'interdiction. Et par exemple, le fait de permettre à certaines informations d'aller plus vite que d'autres. Songez par exemple que les fausses informations se diffusent 6 fois plus vite sur Twitter que les vraies. C'est un article de la revue Science, une revue prestigieuse qui l'a montré. Donc vous voyez que le vrai... Parce que la demande est là, parce que c'est faux. Parce que les propositions sont plus intuitives. Oui. Par exemple, quand on fait passer 2 événements qui arrivent ensemble, donc qui sont corrélés pour une causalité, quelque part dans notre cerveau, on a l'impression que c'est vrai. Vous voyez, et les théories du complot sont fondées beaucoup là-dessus. Donc en fait, ces propositions sont très intuitives, celles de la crédulité. Ce sont de bonnes friandises intellectuelles. On peut y résister, comme dans le test du marshmallow. Notre destin est absolument pas déterminé et fatal. Il y a peut-être moyen d'avoir un sursaut. Enfin, c'est ce que je crois. Robert. C'est quand même un petit peu paradoxal d'avoir ce débat sur une chaîne d'information continue, parce que vous en parlez des chaînes d'information continue, où on est le lieu même de ça, où on est sous un flot d'informations. Pas avec vous, pas encore. Enfin, peut-être on peut parler, faire une émission. Il y a des gens spécialistes ici. Bon, d'accord, on commence demain. De ces questions-là. Mais enfin, attendez, le conflit, le choix d'informations plutôt people et tout, c'est ce qui fait la nourriture. Pas ici, mais c'est ce qui fait la nourriture de bon nombre de médias. Première remarque. Deuxième remarque. Pardon, moi, je suis d'une génération où c'était pareil avec d'autres choses. Vous dites, on s'enferme, les écrans, ils nous enferment. En gros, on écoute et on voit ce qu'on a envie d'écouter et de voir, et donc on reste entre soi. Mais les lecteurs de journaux, il y a 30 ans, c'était la même chose. Tu lisais le Nouvel Obs quand tu étais de gauche, et puis tu lisais Minute quand tu étais d'extrême droite, et tu lisais que ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et ensuite, pardon. Ce qui est nouveau, c'est les écrans. Non, mais attendez, mais c'est en même temps une immense liberté. Une immense liberté. Mais on ne sait pas s'en servir. Oui, mais attends, ça ne nous fait pas avancer. Mais on est comment? Mais moi, le nombre de gens qui me disaient quand j'étais jeune, quand même, moi, je lis pas Paris Match, quand même, les trucs people et tout ça. Ils se précipitaient, c'est pas pour rien que tous les types dans toutes les salles d'attente de médecins et de dentistes, il y avait Paris Match. Et qu'est-ce que tu regardais? Tu regardais Paris Match. On est des faux culs de quand première. Quand c'était pas lui ou on est des faux culs de première ici. On est pareil que les autres. Moi, ce que je trouve dans cette histoire, moi, j'ai lu juste le résumé de ce que vous m'avez envoyé du livre. Je ne fais pas croire que j'ai lu tout le livre. Je déteste ça, mais je ne crois pas que je sois le seul dans cette situation-là. Ce que je trouve formidable, qui est le revers de ça, c'est que quand même, oui, peut-être que les gens, Internet, ça en fait des réflexes de meute, de caste, de groupe et tout. Mais en même temps, ça a cassé le fait que les gens qui étaient ces élites-là contrôlaient tout, avec des risques. Avec des risques. Mais quand même, ça donne une liberté, la possibilité à plein de gens d'avoir droit au chapitre. En gros, d'avoir droit au chapitre. Même si vous pensez que c'est mieux de lire, je sais pas, oui, c'est mieux de regarder Arte que TF1. Mais moi, je me fais chier Arte, un peu moins sur TF1. Pardon. Et donc, je consomme un peu plus TF1 qu'Arte. Donc, réponse en 3 points, parce qu'il y a 3 points que vous avez développés. Le premier point, c'est la contamination des médias conventionnels par les logiques numériques. Et évidemment que les chaînes d'information en continu sont la pointe avancée de cette contamination. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'en réjouir. Au contraire, je pense qu'il y a là aussi, il faut des formes de régulation pensées par les journalistes entre eux, parce que moi, je ne veux pas m'en mêler, je ne voudrais pas que le pouvoir politique s'en mêle aussi. Mais moi, je ne veux pas que les journalistes entre eux décident de ce qu'on doit entendre. Voilà, mais là, on a un point de désaccord. On a un point de désaccord, et la raison pour laquelle je pense qu'il faut des formes de régulation, c'est pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la contamination des médias conventionnels qui est assez bien établie, aussi assez bien documentée, par les logiques numériques. Et ce n'est pas ce type de traitement d'information, parce que je pense que c'est un bien commun en démocratie, que j'appelle de mes voeux. Mais nous sommes en désaccord sur ce point, c'est pas très grave. Les traitements traditionnels et les médias traditionnels, honnêtement, vous croyez qu'ils nous informaient mieux il y a 30 ans qu'on est informés aujourd'hui? Mais vous pensez sérieusement? Non, mais c'est pas du sans rigoler. C'est pas du tout ce que j'ai dit, puisque dans la situation... un peu ça, quand même. Non, pas du tout. La situation a beaucoup changé, puisque auparavant, par exemple, il y avait des monopoles d'État sur la télévision, et un monopole n'est pas bon pour la qualité de l'information.
trop, si vous voulez, s'il n'y a qu'une seule voie d'information, c'est pas bon. S'il n'y a pas de concurrence, s'il y a trop de concurrence, la pression concurrentielle, elle fait dégénérer la qualité de l'information. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une possibilité raisonnable que j'appelle de mes voeux. Le deuxième point, ce qui est que c'est, par exemple, le biais de confirmation. Vous avez parfaitement raison, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a même Francis Bacon, vous voyez, donc c'est très ancien, qui dans le Novum Organum décrit le biais de confirmation, le fait que ce que je viens de décrire. Simplement, ce qui est très bien documenté, c'est que les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord l'information qui est d'accord avec nous. C'est une amplification de ces phénomènes. C'est pour ça que ça devient inquiétant en réalité. Mais vous avez raison, rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que j'avais d'ailleurs admis dès le début de l'introduction. Et puis le troisième point, j'ai oublié en fait. Le troisième point, c'était non, mais c'était ça, c'était de dire ça met à la portée de chacun un savoir qui auparavant venait d'en haut, ça crée un était espace vertical. de liberté qu'il n'y avait pas dans les médias traditionnels. Absolument. Mais pourquoi faudrait-il avoir un rapport inconditionnel à Internet? Je veux dire, je vois Wikipédia, c'est une formidable, je pense, travail collaboratif. Il y a le jeu Foldit qui a donné lieu à un travail collaboratif. Je crois comprendre que les printemps arabes ont pu un peu s'adosser aussi, notamment en Tunisie, sur l'existence des réseaux sociaux. J'applaudis cela, bien entendu. Pourquoi avoir un rapport inconditionnel? Mais je l'ai pas, là. Vous accorderez que j'ai le droit de faire un diagnostic sévère de certains aspects de cette dérégulation du marché de l'information. Vous avez tout à fait le droit, et j'ai le droit d'être néo-populiste, puisque c'est ce que vous montrez du doigt à la fin. Mais je sais. Sophie. Alors, vous montrez aussi que non seulement, effectivement, on est, comme disait Robert Ménard, on est focus, c'est-à-dire, en gros, il y a l'histoire des jeux vidéo, des films. Donc, en gros, on dit, je vais acheter deux... De Bergman. Non, je vais acheter deux films. Alors, je vais acheter Les Bronzés font du ski, un Bergman par exemple, et puis je regarderai. Là tout de suite, je vais plutôt regarder Les Bronzés font du ski, mais plus tard, je regarderai le Bergman, et qu'on fait ça de bonne foi. Donc effectivement, le problème, c'est qu'on se ment à nous-mêmes, et vous dites même qu'on se surestime. C'est-à-dire qu'on surestime notre capacité, en gros, à rester le maître et à pouvoir se concentrer pour aller vite. Hein, c'est ça que vous dites. Pouvoir se concentrer sur une tâche un peu exigeante. On pense tous qu'on peut le faire, et de multiples expériences prouvent qu'on est beau, qu'on est prétentieux en fait, qu'on n'est pas du tout capable de faire ce qu'on croit faire. Alors moi j'avais une question qui a trait à quelque chose d'actualité, qui a trait justement à un sujet dont on a parlé ce soir, qui est l'acceptation vaccinale. Est-ce qu'on est dans... Alors, on voit bien que l'opinion bouge un peu. Les gens sont un peu plus favorables. Et j'aimerais bien dans votre grille d'analyse, vous nous expliquiez ce qui se passe sur la vaccination avec notre paresse sur notre temps de cerveau disponible et comment on peut améliorer les choses. Voilà une question très importante. Un autre exemple de ce que les flux de crédulité numérique peuvent avoir un impact direct en période de pandémie sur notre vie sociale. Et la question de la perception vaccinale, elle est très difficile parce que c'est une question très technique. Vous avez vu qu'à l'heure des réseaux sociaux, nous sommes tous spécialistes de tout, à peu près. Moi y compris d'ailleurs. Je veux dire, je me mets dans ce ballot-là. Mais c'est évident que ça va dépendre de la forme de narration que vous allez trouver le plus facilement. Par exemple, si vous avez votre attention qui est concentré sur les risques de contracter la Covid-19, ce n'est pas la même chose que si vous avez votre attention qui est concentrée sur les risques éventuels allergiques, par exemple, si vous vaccinez. Et voilà un exemple qui frappe les médias conventionnels. Quand, en Angleterre, il y a eu quelques cas d'allergie, ce qui sont bien normales quand on fait le vaccin, et qu'on a concentré les caméras sur ces cas allergiques, on ne fait pas du bien à l'expression de la raison en matière de santé publique. Ce n'est pas traiter loyalement l'information. Je ne dis pas qu'il faut censurer, qu'il ne faut pas le dire. Le sensationnel, il faut le rapporter. Le goût du sensationnel. Vous ne l'avez pas fait ici, David? Les allergies? Les premiers cas les premiers problèmes qu'il y a eu en Grande-Bretagne pour le vaccin, tout le monde l'a traité. Non, mais on les a. Et c'est normal. Tout le monde en avait entendu parler. Moi, on les a mentionnés, mais on a dégonflé l'affaire. Bien sûr. Oui, enfin, pendant 48 une crédibilité, heures, ça se construit sur des années. Vous pouvez afficher une info sensationnelle au départ. Vous aurez peut-être un peu de monde au début. Et puis très vite, ça va se dégonfler. Vous allez perdre votre public. Donc si vous ne rendez pas un vrai service en matière d'information, vous ne construisez pas une audience un peu solide sur le long terme. Pardon pour ce... je n'ai pas voulu être sentencieux, mais en tout cas, on est dans une question de perception du risque. On est dans une question de perception du risque
dont la technicité excède la plupart de nos compétences. Donc on va se fonder sur les informations qui sont les plus visibles, les plus disponibles, c'est-à-dire les cadrages intellectuels. Et selon les cadrages intellectuels, eh bien, on va peut-être verser dans une peur ou dans une autre. Et il est évident que ces cadrages, ils dépendent aussi beaucoup de groupes très actifs, notamment dans le monde numérique. On a parlé des anti-vaccins, qui sont en fait minoritaires. Quand on se méfie des vaccins, ça ne veut pas dire qu'on est anti-vaccin. Mais ces anti-vaccins, c'est assez bien documenté aussi, j'en donne d'ailleurs des exemples documentés dans mon livre, sont plus actifs que les autres. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des minorités dans ce monde numérique, parce qu'elles sont motivées, elles ont le droit de le faire, c'est la liberté d'expression, elles font valoir leur point de vue qui devient très visible, et la plupart de nos contemporains qui n'y connaissent rien prennent cette visibilité pour de la représentativité. Mais ce qui va se passer probablement, et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller vite sur la vaccination, c'est qu'il y a un effet de passager clandestin. C'est-à-dire que les gens, en fait, voudraient peut-être bien se faire vacciner, mais elles veulent d'abord voir ce que ça fait sur les autres. Et plus il y a d'individus qui vont être vaccinés, c'est pour ça qu'il faut encore une fois aller vite, plus ça va peu à peu rassurer la part de ceux qui sont seulement indécis, qui ne sont pas anti-vaccins. Les anti-vaccins, eux, resteront évidemment sur leur Il y a le bon Merci. sens du peuple, le populisme. C'est une réponse. Merci Gérald Bronner. Apocalypse cognitive aux presses universitaires de France. Merci d'être venu nous en parler. Et merci à vous trois d'avoir animé 24 heures avec moi. Merci Gérard, merci Robert, merci Sophie. Place au parti pris. Jean-Michel Apathy pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abdou Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Jean-Michel. Que sera la fin du quinquennat ? On imagine bien que Emmanuel Macron, lors du séminaire qui réunissait aujourd'hui, veut convaincre qu'il reste le président réformateur. Mais vous dites, le virus, rien que le virus, pourquoi ? Parce que le virus empêche sérieusement toute autre action. Et puis il y a d'autres facteurs aussi qui aujourd'hui bloquent le gouvernement. On va essayer de regarder cela. Mais c'est vrai que ce matin, le gouvernement a mis en scène, tenté de mettre en scène l'idée qu'il n'y avait pas que le Covid dans la vie. Et que le gouvernement continuait de réformer, qu'il avait des projets, ce qui donne, à l'issue du Conseil des ministres, les propos que je vous propose d'entendre de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et de Marie-Amélie de Montchalin, qui est ministre de la transformation, s'il vous plaît, de la fonction publique. Nous les écoutons tous les deux. La transformation du pays se poursuit, la transformation du pays continue. Nous avons 18 mois d'action utile devant nous. Alors tout ça, c'est de la communication. La première idée que veut dissiper Emmanuel Macron, parce que cette idée, elle est installée dans nos têtes, c'est que des choses ont été faites depuis le début du quinquennat. Au fond, on a l'impression que tout s'est arrêté depuis les Gilets jaunes, ça fait quand même un petit moment, presque 2 ans et demi, et que le Covid par-dessus, plus rien ne bouge. Alors, le gouvernement a fait des choses. Je pense que personne ne le sait. Tout le monde l'a oublié. Mais regardez, le Parisien faisait cette petite infographie ce matin. Le gouvernement, depuis qu'il est installé, mai 2017, a fait des choses. Alors, vous voyez, réforme de la SNCF, code du travail, suppression de l'ISF. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait envie qu'on s'en souvienne, d'ailleurs, pour la période qui vient. Mais enfin, il l'a fait. Il y a aussi une baisse de l'impôt sur le revenu. Et puis, l'infographie du Parisien va arriver. Il y a eu d'autres réformes, d'autres promesses qui ont été faites. Le dédoublement des classes, par exemple, qui, de l'avis général, est plutôt une bonne idée, efficace. Le plan vélo, bon, ça intéresse ceux qui roulent à vélo. Moi, la taxe d'habitation. Je ne suis pas un cycliste. Alors, la taxe d'habitation dans le cadre des réformes fiscales, vous voyez, le développement des contrats d'apprentissage, il y a des petites choses, des grandes choses qui ont été faites, mais nous n'avons pas la mémoire de tout cela. Et donc, ce que veut faire Emmanuel Macron, parce qu'il a un projet, Emmanuel Macron, qui n'est pas une réforme, qui est une nouvelle candidature, c'est dire, on va encore faire des choses. Oui, mais quoi, monsieur Macron ? Alors, la réforme des retraites, puisqu'on y pense tous. Il y en a qui poussent au gouvernement, et il y en a qui disent « vous êtes dingue ». Alors, si on doit mettre en scène, non pas ceux qui poussent, mais l'argument de ceux qui disent « vous êtes dingue », c'est simple. Aucune centrale syndicale ne veut plus entendre parler de la réforme des retraites. Tout le monde dit « on verra après 2022 ». C'est-à-dire que même la CFDT dit publiquement « surtout pas, jamais oublier ». Donc c'est quand même très... Parce que crise économique, virus, etc. Parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas trouvé d'accord après des discussions interminables. Il faut que ce soit un débat de campagne électorale désormais, et pas une réforme. Donc évidemment ça bloque. Et puis il y a un deuxième obstacle. Et en fait c'est ça qui rend la réforme impossible à partir de maintenant. Marie-Amélie de Montchalin disait « il nous reste 18 mois ». C'est faux. D'abord, il reste 6 mois. Les 6 mois qui vont là jusqu'au mois de juillet pour faire passer des projets de loi. Parce qu'ensuite, il y a le projet de loi
le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prennent tout le temps parlementaire à l'automne. On peut faire passer vraiment des toutes petites choses. Et d'ores et déjà, le calendrier législatif, j'ai juste fait un petit tableau, est très embouteillé. Il y a pour les parlementaires des chantiers très importants. Il faut prolonger l'état d'urgence sanitaire, c'est le plus simple. Reporter les élections régionales, c'est pas très difficile. Continuer la discussion du projet de loi sur la sécurité globale, c'est inflammable. Faire la loi sur le séparatisme, c'est explosif. Et les propositions de la Convention climat, plus personne ne sait quoi faire. Alors ça, si vous voulez... Ça fait beaucoup rire, Pascal. Il y a plus de travaux parlementaires, là. Explosif, ça Tout m'intéresse. est explosif. Oui. Donc, on ne peut plus rien passer. Et donc, le gouvernement fait cette mise en scène parce qu'Emmanuel Macron veut montrer qu'il est fidèle au pacte qui était le sien avec les électeurs en mai 2017. Je serai un réformateur. Après moi, rien ne sera plus pareil. Enfin, eh bien, M. Macron, les gilets jaunes, le Covid, la multiplicité des projets, l'échec du projet des retraites font que le quinquennat, il est un peu figé désormais et que c'est avec les éléments qui sont là sur la table et que j'ai développés qu'Emmanuel Macron sera ou ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Abnous, Pascal ? Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais c'est vrai que plus le virus semble s'installer et plus on nous annonce qu'on va en sortir à peu près en septembre 2021, c'est pas sûr. On est à quoi ? Moins de 400 jours de l'élection présidentielle. Oui, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. C'est que là, ça devient déjà que c'était obscur en termes de candidats, de projets, mais là, tout va se jouer sur comment Macron a joué, ce qui va se représenter. Et comment Emmanuel Macron a géré la crise. Oui, ça va être ça. Mais alors qui en face ? Parce qu'en face, c'est quelqu'un, enfin, c'est l'opposition. Donc, ça va être très étrange comme campagne. Je ne crois pas que ça puisse se jouer là-dessus. Non, que le bilan de la crise, de la gestion de la crise, suffise pour Emmanuel Macron. Il faudra qu'il ait bien d'autres choses à raconter. Ça peut suffire dans l'autre sens. On a vu que Donald Trump, il a peut-être perdu l'élection présidentielle parce qu'il s'était complètement planté sur le virus. On va ajouter quand même la loi Pacte, la réforme du Code du travail, en dépit des difficultés. En dépit des difficultés, c'est vrai, gilets jaunes, mouvements sociaux, etc. Il y a quand même eu quelques réformes au cours du mandat, certes insuffisantes. Moi, je pense que ce qui fera la différence, c'est la capacité de l'État à piloter le chantier qu'on a devant nous, celui de la vaccination, pour sortir les premiers de la crise. Je pense que si on sort avant les Allemands, avant nos voisins, si on fait redémarrer la machine avant nos voisins, je pense que ce sera un argument décisif pour Emmanuel Macron. Si en revanche, on démarre après, ça vous fait rire, quoi, c'est impossible. C'est possible. Mais c'est possible. On a déjà battu les Allemands en foot. Oui, en même temps, c'est vrai. La France est capable de ce genre de miracle. Mais dit à l'échelle de 3 mois, on peut le faire. On était à l'échelle d'un mois il y a encore quelques jours. Maintenant, c'est l'échelle de 3 mois. Pascal, vous gardez la parole. Voilà une réforme, mais a-t-elle une chance d'aboutir ? Peut-être un chômage aux indemnités variables selon qu'on soit en croissance ou en récession. Oui, c'est ça. C'est un projet. C'est un vrai. Alors, c'est en tout cas un projet dans le domaine de la réflexion. Le gouvernement, pour le moment, ne porte pas ce projet, mais il a confié un travail de réflexion au Conseil d'analyse économique qui est lié au Premier ministre. Donc, c'est pas tout à fait un think tank, c'est un service qui est proche du gouvernement et qui dit en substance, conclusion, indexer le niveau de l'indemnisation chômage sur la conjoncture. C'est Pierre Cahuc, Camille Landais et Stéphane Carcillo, qui sont 3 économistes qui ont travaillé sur le sujet. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'ils disent... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent d'abord, ils font le constat, ils ont raison, je crois qu'il faut commencer par ça, le système, il n'est pas correctement piloté. À ce stade, l'histoire sociale française dans le domaine du chômage, c'est l'histoire du paritarisme. C'est les syndicats et le patronat qui gèrent ensemble. Résultat, vous avez 62 milliards de dettes consolidées. Ça s'appelle un système qui n'est pas piloté. Vous savez qu'en France, les compagnies d'assurance ne peuvent pas être en perte. Parce qu'elles doivent une garantie, elles ont un revenu à fournir pour l'avenir. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que c'est un système injuste, inéquitable, selon Stéphane Carcillo, qui est précisément un des co-auteurs du travail du Conseil d'analyse économique. Idéalement, l'assurance chômage, on a envie qu'elle soit très protectrice quand les choses vont mal et générer des déficits d'ailleurs, c'est très très bien, mais générer des excédents quand l'économie rebondit. Et donc pour ça, il faut que les règles de l'assurance chômage, les règles de l'indemnisation s'ajustent. C'est vrai que ça peut paraître logique. Étonnant. On indemnise plus quand il n'y a pas de travail, on indemnise moins pour encourager le retour quand il y a beaucoup de travail proposé. En fait, le modèle actuel, il accompagne les cycles. Alors qu'un vrai modèle d'assurance, en économie, il est contracyclique. Vous avez parfaitement raison. C'est quand on a des difficultés qu'on a besoin des assureurs. Et au fond, ça reste une prestation sociale, mais ça reste une assurance. Alors,
Pour que ça marche, évidemment, il y a plusieurs conditions à réunir. La première, c'est que quand on est en période de croissance, il faut pouvoir faire des réserves. Quand l'économie va bien, on donne un peu moins, on provisionne. D'ailleurs, on donne un peu moins parce qu'on considère que le marché du travail, il est favorable. C'est-à-dire qu'il y a une grosse demande de main-d'œuvre et on se dit, les gens qui sont au chômage l'ont vraiment cherché. Si vous permettez de grossir un peu le trait, ils ont en tout cas toutes les chances de retrouver du travail et donc on ne va pas les récompenser, on va les récompenser en revanche quand on est dans une situation de tension. Vous vous rappelez de la fable de La Fontaine, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et je me souviens aussi du conseil du président, traversez la rue jeune homme et vous trouverez du travail. Eh bien, les syndicats ayant délaissé les économies se trouvèrent fort désargentés quand les caisses furent épuisées. C'est la formule que je vous propose. C'est pas La Fontaine, ça c'est pas La Fontaine. C'est Pascal Alors, Péris. donc, c'est ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qu'il faut éviter. Mais c'est en même temps, ça pourrait passer pour être une régression. Moi, je crois qu'au contraire, c'est un progrès. Parce que c'est quand on a des difficultés, c'est quand on est confronté aux accidents de la vie, y compris les accidents sociaux, qu'on a besoin d'un vrai coup de pouce. Alors, comment réussir cette espèce de petite révolution copernicienne ? Eh bien, le Conseil d'analyse économique pense à un conseil d'orientation de l'assurance chômage, un peu comparable au conseil d'orientation des retraites. L'objectif, au fond, c'est de désensibiliser l'assurance chômage aux partenaires sociaux, au modèle du paritarisme. Le Conseil travaillerait sur des prévisions à court et à long terme, réaliserait des économies quand c'est absolument nécessaire et viserait en tout cas à terme l'équilibre dans des périodes larges. Évidemment, d'une année sur l'autre, ça peut changer, mais on se dit que sur 10 ans, au bout de 10 ans, en tout cas au bout de 10 ans d'un cycle économique, il ne faut pas avoir perdu trop d'argent, il faut même essayer d'en avoir Quelque chose me dit que ça provisionné. serait assez facile d'augmenter les prestations quand il y a peu d'emplois proposés, mais beaucoup plus difficile de les diminuer quand il y a beaucoup d'emplois proposés. C'est vrai, mais ce serait au total, si on tire la conclusion, une forme d'étatisation de l'assurance chômage. Et d'ailleurs, ça se justifie, David. Quand De Gaulle fonde l'assurance chômage en 1958, le principe, c'est le paritarisme. Les salariés payent un peu, les employeurs payent un peu. Il y a 25 000 chômeurs en France. En 1958, on est à 6 millions de personnes, si vous ajoutez les catégories A, B, C, aujourd'hui, à l'assurance chômage. Donc c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. L'étatisation aurait évidemment des conséquences. Elle se justifie aussi parce que l'essentiel du financement de la protection sociale aujourd'hui, c'est plus tout à fait les cotisations, c'est à parité, c'est 54% pour être précis, les cotisations payées par les entreprises, tout le reste c'est de la fiscalité, et la fiscalité c'est l'État. Deux choses bien différentes, la gouvernance de l'assurance chômage, est-ce que c'est les syndicats, est-ce que c'est l'État, et puis le fond même de l'indemnisation et à quelles règles il doit répondre. Abnouz, votre parti pris international, on parle beaucoup du sort des musulmans, en France notamment, mais ailleurs. Mais vous dites, regardons aussi ce qui se passe du côté des chrétiens. Chrétiens, la lente disparition, Mais oui. à quoi faites-vous allusion ? Mais oui, parce que regardez, en mai 2019 est publié un rapport sur la persécution des chrétiens qui a été commandé par l'ancien secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Jeremy Hunt. On y apprend qu'à l'échelle du monde, une personne sur 3 est victime de persécution, dont 80% de chrétiens, ce qui se traduit en chiffres, par ce chiffre-là, 260 millions de chrétiens persécutés en 2019. Ils étaient seulement 245 millions en 2018. Parmi eux, 4305 morts en 2019. Il n'était que 3066 en 2018. C'est quand même très impressionnant. Eh bien oui, on a le droit Alors, aussi où, de se quand, tromper. comment ? Alors, où, quand, comment ? Alors, c'est encore pire que ça, c'est que dans ce rapport, il y a une phrase un petit peu dérangeante qui ressemble à une description de génocide. On la regarde tout de suite. C'est celle-là qui m'a sauté aux yeux vraiment. L'éradication des chrétiens et autres minorités par l'épée s'est révélée être l'objectif spécifique et déclaré de certains groupes extrémistes, Syrie, Irak, Égypte, Nigeria et Philippines. C'est quand même la définition d'un génocide. Et quand, comment ? Depuis toujours, allais-je dire. En tout cas, c'est vrai que dans les pays, Corée du Nord, Chine, etc., évidemment que vous avez une énorme répression qui existe, mais évidemment, aujourd'hui, on est énormément concentré sur les chrétiens d'Orient. Sur les chrétiens d'Orient, on a même eu le droit à une polémique un petit peu dérangeante en décembre due à France Inter, la radio nationale, qui a refusé une publicité à l'œuvre d'Orient parce qu'elle contenait le mot chrétien. C'est quand même assez hallucinant, c'est pour lever des fonds pour aider les chrétiens d'Orient qui sont de plus en plus persécutés. L'affaire s'est bien réglée puisqu'ils ont fini par passer à la publicité. C'est quand même la 6e fois qu'ils demandaient une publicité depuis c'était passé. Mais là, c'était l'hostilité des auditeurs.
dans ces cas-là, vaut mieux changer d'auditeur. Parce que ces gens-là ont oublié, par exemple, un visage qui représente ces persécutions, qui est celui d'Asia Bibi. Souvenez-vous de cette femme, chrétienne pakistanaise, condamnée à mort pour blasphème. Son blasphème consistait à boire de l'eau dans un puits réservé aux musulmans. Elle a été graciée, et cette grâce a donné lieu à des manifestations monstres et hallucinantes au Pakistan, par les mêmes barbus, vous voyez sur les images, qui ont manifesté contre la caricature de Charlie. La France ne lui a pas offert l'asile, elle vit aujourd'hui au Canada. Derrière ce visage-là, vous avez les chrétiens d'Orient. Et là, c'est vraiment absolument tragique, parce que c'est tragique culturellement, c'est tragique humainement, c'est tragique historiquement. On regarde les chiffres. Voilà, ils étaient 20% en 1914. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4%. C'est vrai que les chiffres en Irak sont très impressionnants. On est passé de 2 millions en 1980 à 200 000, et évidemment en Syrie d'1,7 million à 450 000. Et cela, évidemment, a commencé avec l'intervention américaine, la première guerre du Golfe, la deuxième exactement, en 90-91. Ça s'est poursuivi avec, dès qu'il y a des islamistes, il y a massacre de chrétiens. Là, vous voyez les chrétiens d'Irak qui quittent la région du Sintar et de la Ninive, poursuivis par les islamistes, au même titre que les yézidis. Mais par contre, on n'a pas eu une campagne de presse sur les chrétiens. Ça ne cesse de me surprendre. On n'en a pas eu. Mais pourquoi on en a pas eu ? C'est vrai qu'on a pas mal parlé des yézidis. Les yézidis, et c'est légitime, parce que c'est un véritable massacre. Donc c'est quand même hallucinant. Quand l'Institut du monde arabe, par exemple, fait une exposition sur les chrétiens d'Orient, c'est un carton en 2017. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des spécialistes, c'est un carton populaire. Donc là, ça fonctionne. Et je me demande si ce n'est pas dû à ça. C'est qu'avec les chrétiens d'Orient, on est face à une communauté qui paraît aux yeux de tous un peu folklorique. C'est-à-dire qu'ils continuent à perpétuer des rites ancestraux. Ils ont 2000 ans d'histoire. Et ils sont attachés à cette tradition de continuer, en gros, les mêmes rites que du temps de Jésus, pour faire simple. Donc ça leur donne une espèce d'idée de musée. C'est-à-dire que maintenant, on les a oubliés, ils sont bons pour aller au musée. C'est ça qui est après dérangeant. Et il y a aussi un autre problème. C'est que alors que depuis les invasions musulmanes du 7e siècle, ça a toujours été une minorité, sauf au Liban, où ils représentent 40%, à peu près comme les chiites. Ça a toujours été une minorité qui n'a jamais exercé le pouvoir. Jamais. Donc, ce n'est même pas des dominants. Mais aujourd'hui, cette nouvelle pensée anti-universelle, cette espèce de doxa qui veut séparer d'une manière manichéenne le monde en dominant et en dominé, dès qu'on entend chrétien, on entend dominant, privilégié, homme blanc. Et c'est vraiment pas le cas. Parce qu'on est vraiment en train, en plus, d'assister à la fin d'une culture qui est aussi celle de la jonction entre l'Orient et l'Occident. Et je rappelle qu'on vous entend régulièrement dénoncer le sort qui est réservé aux musulmans du que ce Xinjiang en Chine ou de Birmanie. Jean-Michel, très vite. J'aime pas spécialement les massacres. Rendons hommage dans le désintérêt général et coupable, hélas, de la France comme des pays occidentaux pour soutenir les chrétiens d'Orient à François Fillon, qui a beaucoup essayé de plaider la cause des chrétiens d'Orient, hélas, dans le vide, et au Figaro, qui fait régulièrement des papiers sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu le seul journal qui en a le souci. Merci à vous trois pour ces partis pris. Dans quelques instants, l'infectiologue Odile Launay est l'invité d'Elisabeth Partichou pour son 20h. Merci, bonsoir et à demain.